un truc, c'est de se rendre compte vite qu'on est bloqué. Puis c'est quelque chose qui est souvent difficile à faire dès le début. Genre, est-ce que je suis bloqué là ou ou je suis juste con, tu sais. Jamais con. Toujours bloqué. Bienvenue Dominique, nous voilà sur le 4e épisode de Tout commence ici. Dominique, CTO chez Fizzle, Exact. un alumni de Polytechnique. On a beaucoup de choses qu'on va avoir envie de découvrir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques lignes pour notre Ouais, ben audience? comme Franck a dit, je viens de Polytechnique. J'ai étudié en informatique probablement toute ma carrière d'étudiant. Donc c'est ça. Après ça, je suis tombé dans le monde des startups. Commencé à programmer pour le plaisir. Je me suis associé avec des gens et maintenant que ça fait que fonder ma startup et je travaille là-dessus. Nice. Donc, Ça fait combien de temps que tu es sur ta ça startup? fait 2 ans que je suis sur ma startup. Comme j'ai dit, on s'est incorporé ce juillet. Donc ça fait. Là, on vient de fêter nos 2 ans en janvier. Donc c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Moi, je Ouais. suis vraiment passionné par tout ça. On va avoir l'occasion de discuter d'entrepreneuriat, Mhm. l'implication à l'école. Ouais. Peut-être un peu, est-ce que tu pourrais nous résumer ton parcours avant, pré-université, un peu ce que tu as fait qui t'a emmené vers l'informatique de ton côté? Ouais, donc j'ai toujours aimé l'informatique. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, comme beaucoup d'étudiants en informatique au secondaire. Et au secondaire, on avait la chance d'avoir des cours d'informatique que j'ai beaucoup aimé. Puis souvent, c'est là que j'ai appris à programmer pour vrai. C'est dans un cours. J'ai pas appris par moi-même à ce moment-là. Mais j'ai fait des cours de web en même temps que mes cours d'informatique qui étaient comme très simples. Là, j'ai beaucoup aimé le web. Puis je programmais à tous les jours pendant mes dernières années de secondaire. Ensuite, j'ai décidé d'aller au cégep en informatique. Et je poursuivis à l'université. Le cégep offrait des cours crédités pour l'université. Donc, ça m'a permis justement de passer un chemin qui était déjà tracé. À un moment donné, je voulais changer d'idée, aller dans d'autres domaines, mais j'ai toujours été ramené vers l'informatique parce que c'est ce que j'avais le plus d'affinité. Euh, c'est ça. Je me suis pas trop impliqué au cégep à cause de la COVID, malheureusement. Ça Ouais, c'est l'a- ça, on l'avait partagé un petit peu hors cam, mais t'es comme un peu tombé dans le Covid pendant ton cégep. Ouais, je fais 3 sessions de cégep sur 4 à distance, fait que c'était sûr que c'était compliqué. Ça atteint le moral, puis des fois, la programmation, c'est déjà quelque chose d'un peu solitaire, ça peut tout de suite peut décourager de la programmation, mais après ça, finalement, j'ai quand même retrouvé mon chemin en programmation. Donc, c'est Tu ça. parles, tu as commencé un peu autodidacte au début, secondaire. Ouais, Est-ce ouais. que c'était quoi les langages avec lesquels tu as commencé Ouais, mon père m'a toujours dit, développe des applications, développe des applications. Donc, ça veut probablement rien dire. Surtout quand on est jeune, puis on joue aux jeux vidéo, on est comme, on voit pas le potentiel. Mais je jouais à des jeux, puis je construisais une expérience, puis j'étais comme, cette expérience-là va servir à rien. Comme ça va, le jeu vidéo va rien m'apporter. Donc, j'ai commencé à développer des petites applications simples pour aider mes tâches, puis les tâches de mes parents ou les tâches des gens autour de moi. Puis j'ai découvert que c'était vraiment cool. Que c'était cool après ça de construire un GitHub, puis de garder ces projets-là dans le GitHub, même si on les abandonne. Juste de résumer un peu ce qu'on a fait, puis où on est rendu dans le README, ça fait qu'on peut accumuler énormément de projets. Donc c'est super intéressant justement pour se bâtir un CV après, ça impressionne les employeurs. Mais donc j'ai appris des technologies web parce que ça permet d'avoir un feedback direct. Par contre, quand on apprend le web, il faut apprendre comme au moins 3 technologies directes, comme HTML, CSS, JavaScript. C'est des technologies qu'on doit apprendre directement. C'est un gros mur, puis c'est un gros. Directement, on doit apprendre 3 trucs compliqués, très différents l'un de l'autre, avant de pouvoir arriver à un résultat. C'est sûr qu'on peut faire des trucs en HTML directement, mais c'est pas très intéressant. Euh, donc j'ai appris ça, en même temps d'apprendre les fondamentaux comme les Book for, While, If, tous ces trucs-là en cours. Et après, ça m'a permis de juste jumeler tout ensemble. Appris web, appris les 3 technologies que je viens de mentionner qui sont de la base. Puis ensuite, d'aller dans les trucs plus complexes, les frameworks plus complexes, pivoter vers le mobile, apprendre tout ce que je voulais apprendre. Euh, donc c'est ça. Est-ce que toi, de ton côté, il y a plusieurs choses sur lesquelles je veux rebondir, mais au niveau de ton apprentissage, j'ai un peu l'impression que tu en as fait beaucoup de ton temps personnel, aux aléas de tes intérêts. Ouais. Comme tu voyais peut-être le web, après c'était comme, peut-être pourquoi pas le mobile. Ouais. Ça, c'est des trucs que tu as appris tout seul de ton côté. Ouais, c'est quelque chose que j'ai appris tout seul. Un truc qui m'a beaucoup aidé dès le début, c'est. Puis justement, il y a cette progression-là que je vois beaucoup avec d'autres personnes qui essaient d'apprendre à programmer. C'est qu'au début, c'est très difficile. Il faut être un peu plus guidé. Sinon, on a tendance à se perdre ou à trouver ça ennuyant. Souvent, ce qu'ils disent, c'est que la première année est la plus difficile parce que c'est extrêmement difficile d'apprendre des langages et des nouvelles façons de penser pour pouvoir justement, communiquer à un ordinateur. On peut dire ça comme ça. Donc, souvent, moi, j'ai commencé avec des cours sur Udemy. C'est des cours très structurés de
beaucoup d'heures sur tutoriel, ils te prennent par la ouais, main. vraiment. Puis ils donnent des projets à faire. Ils font le projet avec toi, donc ça t'apprend du code en même temps. Donc tu mets souvent sur pause, fait que ça prend très chronophage comme façon d'apprendre. Mais par la suite, on se ramasse à faire des vidéos. Une fois qu'on a les bases, on peut apprendre n'importe quoi beaucoup plus rapidement. Donc on peut aller sur YouTube, voir des vidéos plus courtes. Justement, ça qu'il n'y a pas sur YouTube. Il y a pas des... ben, il y en a, mais c'est pas souvent. Souvent, c'est un peu moins bien fait que sur Udemy, là, mais des longues playlists. Et après, bien sûr, texte. Maintenant, c'est juste du texte. Je Plus des préfère le documentations, texte. puis that's it. Ouais, je préfère le texte à 100%. Là, les Getting Started de tous les langages de programmation, c'est probablement la meilleure façon d'apprendre à programmer, Ah ouais. d'apprendre des nouvelles technologies de nos jours. Là. Il assume que que tu connais la base de la programmation. Et après, ça te permet Une fois que d'apprendre tu as les technologies. fondamentaux, tu peux pick up. Ouais, c'est ça. Le plus difficile, c'est d'apprendre les fondamentaux. Surtout les technologies web. Dès le début, c'est souvent le plus accessible parce qu'on peut voir justement les résultats en vrai. Ça devient. C'est vraiment avantageux. Une fois qu'on connaît ça, là, on peut aller connaître n'importe quoi d'autre. Ouais, je suis d'accord. C'est un bon kickstart d'investir du temps dans les fondamentaux. Ouais. Parce que n'importe quel langage, tu vas manipuler des objets, des boucles. Ouais. Tu vas avoir de la logique de programmation derrière. Tu vois. Ouais. Puis ensuite, développer des interfaces, ça, c'est un peu différent que les if, mais ça le rejoint quand même. Puis on peut, après ça, une fois qu'on connaît comme la base des interfaces, puis la base des paradigmes d'interface, Ouais, c'est vrai. Hein. genre React. Il se répète après. Ouais, comme React, pour le nommer, c'est un paradigme qu'il se répète dans plein d'autres frameworks. Puis même les frameworks qui sont suggérés comme contraires de React, comme Angular, etc., ont quand même des mêmes paradigmes de développement d'interface. Donc c'est intéressant après ça d'aller explorer d'autres paradigmes. On peut aller voir n'importe quelle technologie et l'apprendre très facilement, je trouve. Ouais, toutes les connaissances que tu acquiers ne sont pas perdues, même si tu changes de technologie, de langage, framework. Ça se Exact. transpose souvent assez facilement. Exact. Puis c'est quelque chose qu'après, tu peux voir n'importe quel problème dans la vie puis trouver une solution avec les technologies que tu connais. Ou au moins, et c'est là la clé, aller avec des technologies que tu connais mais que tu peux pas programmer dedans. Mais tu vas apprendre à connaître des technologies puis à faire les bons choix. Puis c'est justement ça qui différencie des gens par leur expérience. C'est est-ce qu'ils sont capables, sans connaître exactement comment fonctionne une technologie, mais de choisir les trade-offs entre les différentes technologies. Puis c'est là que ça devient intéressant. Ouais, c'est vrai, c'est ce qui va comme passer le edge de être capable de devenir un decision maker par rapport à des choix d'architecture, des choix de décision de projet. Ouais. Puis pour arriver là, faut prendre le temps d'apprendre. Faut prendre le temps d'apprendre les bases, d'avoir des bases solides. Sinon, on peut faire n'importe quel choix. Puis surtout, je pense, en créant une startup, c'est important de faire des choix dès le début qui vont durer dans le temps. Puis c'est quelque chose qui est difficile, puis qu'on peut se planter, mais il faut savoir quand est-ce qu'on se plante et il faut pouvoir le voir rapidement. Si on ne peut pas le voir rapidement, après ça, ça peut débouler et devenir de plus en plus compliqué, puis mener à une fermeture si jamais on réussit vraiment pas à arriver où on voulait et on a pris trop de temps dans des optimisations trop tôt dans le processus, par exemple. Ouais, je comprends. Admettons, juste pour faire un petit retour en arrière, parce qu'on s'enfonce sur un sujet qui est super passionnant, puis juste pour rebondir sur un autre truc, vite fait avant qu'on reparte sur la pointe de la technologie. Tu parlais de ton Git où tu avais un peu accumulé plein de projets que tu avais fait au fur et à mesure des années. Est-ce que c'est encore disponible Oui, mon GitHub est là. Je dois avoir, je pense, la dernière fois que j'ai regardé, j'en avais 71 ou 72 projets. Oh, wow. Oui, puis ça impressionne les gens, mais je m'en rends pas compte. Je fais juste créer des nouveaux repos quand je fais des nouveaux petits projets. Je pense que j'en ai 71, 72, mais public, je sais pas. C'est la grande majorité. J'aime beaucoup rendre mes trucs publics, même si c'est pas fait ou mal fait. C'est quelque chose que je suggère beaucoup aux gens de rendre leurs projets publics. Les projets d'école, c'est sûr que ça vaut la peine de les mettre publics puis prendre plus de temps parce que ce sont des projets qui sont plus longs à faire. Mais même les projets personnels abandonnés en plein milieu, pardon, ça vaut la peine de les décrire dans l'Udemy, d'expliquer qu'est-ce qu'on a fait, parce que ça, c'est des projets que les employeurs vont aller voir, surtout ceux que vous faites par vous-même. Un projet que vous pouvez aller voir dans mon GitHub, c'est les smart contracts. Donc, dans les technologies blockchain, il y a un moyen d'avoir comme des contrats intelligents pour échanger de crypto. Puis avec mon ami, Jean-François, que je salue, on avait passé un bon moment en plein cours d'école. Dans un cours, on avait passé un moment à développer des smart contracts. Je pense que c'était à l'université, au début de l'université. Ça nous aidait un peu à nous déconnecter. On faisait juste construire, on était comme, on avait une idée de contrat intelligent, comme un truc de place de stationnement pour vendre tes places de stationnement à Montréal, juste pour le plaisir.
sous forme de smart contract. Bien sûr, après ça, des trucs de casino, de smart contract. Mais c'était intéressant de développer ça. Puis c'est totalement alien par rapport à ce qu'on faisait à l'école. Puis même par rapport à ce que je fais aujourd'hui, ça n'a aucun rapport. Par contre, si jamais je vois un employeur qui mentionne les contrats intelligents ou qui est dans le domaine de la crypto, je peux montrer qu'il y a 5 ans, je faisais, je faisais des smart contracts. Fait que, en théorie, j'ai 5 ans d'expérience dans les smart contracts. Hein? Vous voyez où je veux en venir. Mais c'est quelque chose qui est intéressant de juste être curieux puis de pouvoir mettre après ça qu'est-ce que vous avez fait. Puis GitHub et Git prennent en compte exactement la chronologie de tout. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez montrer aux employeurs qu'il y a tant d'années, vous connaissez telle technologie, que vous avez essayé tel truc. Mais au fur et à mesure, ça va quand même vite. Hein. Si à chaque 2 semaines, vous faites un petit projet de quelques heures, vous allez vite vous ramasser avec 25 projets par année, puis après ça. Ça découle. Moi, ce que je remarque souvent, ou le feedback que je reçois, c'est ah, mais c'est pas fini, ça vaut pas la peine d'être public, j'ai peur qu'on me juge. Tu sais, c'est comme je pense la plus grosse crainte. Il y a des gens qui vont créer des projets. Et je pense que la plupart de nous, on a cet esprit créatif en informatique. Puis il y a la peur de démarrer, qui est un des problèmes. Puis je pense que justement, ce que tu expliquais, Udemy, des cours qui vont t'aider à démarrer, c'est même une bonne chose de comme les documenter. Et après ça, tu as l'aspect, n'importe quoi que tu crées, même si c'est pas fini, c'est toujours bon de le mettre public. Ouais. Par rapport à la peur de démarrer, c'est quelque chose que j'entends souvent récemment aussi, des gens qui ont comme je sais pas comment commencer à programmer. ChatGPT peut être une bonne option. Ouais, c'est vrai, maintenant L'intelligence aujourd'hui. artificielle. Et tu peux lui demander, tu dis, j'ai telle idée de projet, je sais pas quelle technologie utiliser, je connais absolument rien, guide-moi. Il va te donner des choix, puis tu n'as même pas besoin de te poser la question de savoir si c'est des bons ou mauvais choix. Ouais. Tu l'apprends, puis au pire, tu vas savoir plus tard à quoi ça s'applique ou ça s'applique pourquoi pas. C'était un bon choix, pourquoi c'était pas un bon choix. Exact. Tu auras de l'expérience. Exact. Tu pourras le décider, l'expliquer, ça va être incroyable. Puis après ça, tu peux dire, ok, mais par moi, donne-moi un exemple. Tu commences à programmer le projet pour moi, tu fais un boilerplate du projet, il va le faire. Pour ça, tu pourras l'exécuter, voir si ça fonctionne ou pas, essayer de comprendre. Puis aussi, les petits bugs qu'au début d'apprendre à programmer, on peut rester dessus pendant des heures pour un petit truc de rien. Mais ChatGPT peut probablement le trouver. Ou ChatGPT ou Gemini ou peu importe quel modèle. N'importe lequel qui va être capable de t'assister dans tes tâches. C'est incroyable d'apprendre à programmer avec ça. Puis après ça, de faire des petits projets. Bien sûr, faites pas tout le projet avec, là, ça va pas aider. Ça va pas aider votre cheminement. Pour l'apprentissage, non, c'est sûr qu'à un moment donné. Ouais. Par contre, à l'école, ça peut vous aider à optimiser votre temps. C'est ça, c'est tellement un gain de temps que si c'est fait de manière consciencieuse, soit de demander à ChatGPT ou d'extraire de l'information pour pouvoir l'appliquer directement. Surtout maintenant qu'on peut upload des PDF, des trucs comme ça, il peut tout de suite comprendre le projet. C'est fou. Le contexte, il s'upload vachement. C'est incroyable. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis après ça, justement, si on revient à construire un portfolio, c'est quelque chose qui est incroyable. Justement, quand vous terminez pas un projet, c'est important de dire pourquoi vous l'avez pas terminé aussi. Ouais, c'est une bonne chose de documenter la raison. Ouais. Puis le README dans GitHub, c'est quelque chose qu'on voit directement en ouvrant la page du projet. Donc c'est intéressant. Vous pouvez aussi faire un README personnel sur GitHub. Donc quand on arrive sur votre page, on voit des trucs. Vous pouvez mettre vos projets préférés, ceux que vous avez faits, les plus gros projets que vous avez faits, dans quoi vous vous spécialisez, comme une liste de technologies que vous spécialisez. Il y a des constructeurs de README qui existent pour pouvoir justement mettre des logos de toutes ces technologies-là. C'est quelque chose que quand on arrive sur votre profil GitHub et on voit plein d'animations puis plein de couleurs, c'est intéressant. Et bien sûr, en bas, il y a le fameux rectangle avec les contributions sur GitHub. Donc, on peut voir quand est-ce que vous avez contribué dans la dernière année. C'est quelque chose d'absolument intéressant, surtout pour les employeurs. S'ils voient que c'est plein de verts, ils vont être très contents de voir que quelqu'un est passionné par la programmation et qui programme tous les jours. Ouais, c'est vraiment, ça donne un heatmap de la fréquence à laquelle tu vas commit dans tes projets. Exact. Puis c'est intéressant surtout d'aller sur ça puis de mettre, de l'activer pour les repos privés aussi. Ça donne le heatmap, mais ça donne pas accès aux repos privés. Ben, c'est ça, parce que d'habitude, de base, je pense par défaut, c'est juste les repos publics. Donc, ils vont voir juste vos contributions publiques. Puis souvent, il y en a qui veulent pas mettre leurs repos privés. Ouais, ce que je comprends de temps en temps, surtout si vous travaillez pour des compagnies, les repos sont pas publics. Donc, c'est intéressant d'activer l'option. Et justement, pour les compagnies, c'est intéressant. Il y a des compagnies souvent donnent l'option d'utiliser votre GitHub personnel ou votre GitHub, d'en créer un nouveau pour la compagnie en particulier. Je suggère d'utiliser GitHub personnel. C'est sûr que ça aide pour cette genre de... La contribution. Pour cette contribution-là. C'est quelque chose que les employeurs regardent. Ils aiment ça voir quelqu'un qui contribue beaucoup souvent. Et les contributions open source aussi, c'est intéressant.
par rapport à ça. Ah, ça, c'est un domaine assez passionnant. Je sais que tu es quand même pas mal impliqué aussi dans ce domaine-là. Admettons quelqu'un qui se dit, ah ben, ok, je fais des projets, c'est cool, mais je pense que la partie open source, tu n'as pas besoin d'avoir l'idée, c'est juste de la contribution un objectif commun de société. Ouais. Comment tu te lances dans le jeu open source? Est-ce qu'il y a un site que tu recommanderais pour Donc, débuter ou... il y a un site qui s'appelle Good First Issue. Tu peux regarder sur Google, c'est facile à trouver. Et ça permet de voir les issues qui ont un tag Good First Issue sur des projets connus, donc avec beaucoup d'étoiles sur GitHub. Ça permet de se lancer dans les premiers issues à faire. Souvent, ça peut être des trucs de documentation, donc c'est super facile à changer, ou d'ajouter un argument dans une fonction dans la librairie, des trucs relativement faciles. Accessible. Ouais. Donc c'est intéressant. Par contre, il faut pas s'attendre à ce que ça soit très facile. Il va falloir au moins comme une journée ou deux d'implication, de lire le code. Fait que c'est important de déjà connaître les technologies, d'être à l'aise avec, ou au moins d'être à l'aise avec des technologies de base qu'on a parlé tantôt, pour pouvoir comprendre le code puis s'y mettre dedans. Faut lire le code, ça demande de souvent trouver un mentor qui travaille déjà dans le projet. Ouais. Souvent ils ont des Discord. Maintenant, tous les projets open source ont des C'est vrai, Discord. tu peux accéder facilement aux communautés avec Discord. Donc c'est ça, c'est Sur le d'aller. serveur et... Exact, donc ça va être d'aller dans le serveur Discord, poser des questions, trouver des gens qui pourront t'aider à faire le issue. Souvent, même s'il est facile, c'est difficile de faire le premier issue, d'aller de 0 à 1 dans l'open source, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et souvent, ce que je conseille dans l'open source, c'est de pas commencer par vouloir faire de l'open source, mais c'est d'être plus réactif. Dans le sens que si vous utilisez une librairie open source et que vous vous rendez compte que j'aimerais vraiment faire ça. Un exemple que je peux donner, il y a une librairie sur React Native, en tout cas, c'est un truc que j'ai eu à faire. Une librairie de calendrier, donc un calendrier qui défile. Mais on ne pouvait pas modifier la case en tant que telle. Je ne pouvais pas afficher ce que je voulais dans la case. J'étais obligé d'afficher un chiffre. Donc, avec l'open source, j'ai pu aller dans la librairie de ce calendrier-là et coder l'option. J'étais familier avec le langage de programmation, donc c'était quand même simple. Mais aller coder l'option de changer cette case-là. Et finalement, ça a été approuvé, merged. Et là, je peux utiliser ce que j'ai fait. Ta propre fonctionnalité que tu as rajoutée, contribuée, tu peux la réutiliser dans ton projet, ce qui était ce que tu avais besoin. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que j'avais besoin. Donc au lieu de comme devoir fork le projet puis vivre avec une fork, il faut que j'update et tout. Ça a juste été. Ça fork, c'est quand tu es motivé déjà de partir avec. Ouais, mais après ça vient. Faut que tu entretiennes toi-même tes modifications que tu as faites. C'est mieux quand tu merges dans le core. Ça, je pense que c'est le lifetime achievement pour beaucoup de développeurs, c'est tu utilises une librairie qui est open source, elle ne fait pas exactement ce que tu veux, tu soumets un changement, il est approuvé, tu en bénéficies, la communauté en bénéficie. Ouais, ça. Puis c'est tout le temps agréable de voir l'interaction. Souvent, mais avec l'open source, il peut y avoir des difficultés. Des fois, les gens peuvent être un peu plus moins investis dans la librairie. Les maintainers, donc les personnes qui maintiennent la librairie, peuvent être moins là et moins réactifs aux commentaires. Donc souvent, tu peux avoir juste une chance avec eux. Souvent, ils vont répondre ou pas à ton PR. Puis quand ils répondent, d'habitude, c'est directement oui ou non. C'est rare que tu peux te tenir longtemps avec eux. C'est pour ça que c'est important d'aller sur le GitHub pour construire une relation avec ces gens-là. Donc souvent, de se concentrer sur un projet qui vous tient à cœur. Donc c'est sûr que... plutôt que de splitter ton attention sur différents projets open source, c'est de te concentrer sur un pour bâtir la relation. Exact. Puis c'est quelque chose qui est difficile à faire. Souvent, on a tendance à aller sur Good First Issue, dire « je veux 2-3 issues, puis c'est tout. » Mais souvent, vous allez vraiment avoir de la misère à essayer de faire 3 issues en même temps. C'est mieux de faire un issue sur un projet, de devenir familier avec le projet. Choisir un projet d'une bonne taille aussi, pas un trop petit, pas un trop gros. Donc, pas commencer à faire des pull requests sur, je sais pas, Express.js qui est juste absolument gigantesque. Justement, il y a un peu de drama avec ça. Là. Il y a des YouTubers qui ont dit de se pratiquer en allant faire des PR sur Express. Express s'est ramassé avec 50 PR que c'était comme juste des niaiseries. Donc, le monde sont beaucoup fâchés là-dessus. Aller polluer les PR d'un autre projet. Là. Mais c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'aller explorer l'open source, je pense. Nice. En tout cas, c'est cool de vivre ta passion aussi à travers ça. Alors, ouais, c'est clair. Si ça peut dégager une opportunité à quelqu'un d'autre de se lancer là-dedans, c'est clair. Je pense qu'en tant que communauté, on y gagne tous. Ouais. Le prochain sujet que j'aimerais ouvrir un peu, c'est justement, on parle de contribution, de projet, etc. Si, admettons, on jump un peu plus dans le temps et qu'on retourne un peu à l'université, toi, ton université, ça s'est passé comment, justement, le ratio de faire des projets, faire de l'étude, puis comment gérer peut-être même la charge de travail qui vient avec faire les deux en même temps. Ouais, c'est clair. Comment tu as réussi à jongler avec toutes ces responsabilités-là de ton côté? C'est quelque chose de vraiment difficile. Surtout quand on ne sait pas programmer avant d'aller à l'université. On doit apprendre à programmer, en même temps d'apprendre à faire des maths vraiment très difficiles.
et faire les autres cours d'ingénierie classique. J'étais en ingénierie là, pour l'anecdote. Donc, jongler avec ça, c'est quelque chose de difficile, mais ça vient avec l'organisation du temps. Garder des plages horaires pour programmer pour le plaisir et apprendre à programmer pour le plaisir. Donc, c'est sûr qu'à l'école, on va apprendre des bases, puis à l'université, c'est très vite. En un an, en 2 sessions, on a le temps d'apprendre 2, 3 langages, puis d'être assez à l'aise dans ces langages-là. Mais ça va être de justement s'expandre puis d'apprendre plus en même temps. Donc, je sais pas, il y a un cours où on apprend le C++, pour l'exemple, mais ça va être peut-être le temps d'apprendre Rust en même temps, qui est un langage qui ressemble un peu à C++. Ouais, tant Certainement qu'à moyen faire, pour dire ça. autant profiter pour jumeler les sujets connexes. Ouais, exact. Donc, puis d'apprendre les trade-offs. Comme Rust est très différent de C++, mais ça va être justement d'apprendre comment jongler avec ça, pourquoi l'un est meilleur que l'autre dans certaines applications. Puis ensuite, juste de pousser les connaissances. Ça veut dire pour chaque langage que vous allez apprendre, vous allez apprendre 2, par exemple. Tu sais, si on commence à apprendre les alternatives de chaque langage. Fait que ça devient vite boule de neige. Surtout que si vous prenez le temps de vous améliorer d'1% tous les jours, c'est souvent un exemple qui est donné. Ah, j'aime trop cet exemple-là, vas-y. Ouais, 1% tous les jours, ça fait 365% par année, mais ça se compound. Donc ça fait que 1% va devenir 1% de plus le jour d'après. Ça fait que vous allez vite devenir extrêmement bon dans ce que vous faites. C'est pour ça que souvent les employeurs ils disent 1 an d'expérience ou 2, parce que c'est ça qu'ils s'attendent de quelqu'un de normal. Mais si vous apprenez 1% à tous les jours, vous allez vite dépasser en compétence ces gens-là. Et vous allez vous ramasser avec des opportunités d'emploi ou de start-up que vous auriez jamais pensé avoir avant. Mais c'est la première barre. Il faut être consistant. C'est d'être. Oui, c'est sur la durée, par contre. Ouais. C'est vraiment ça la difficulté. C'est pas mettre le 1% tous les jours, parce que 1%, ça représente quasiment rien. Puis Mhm. peut-être qu'1% tous les jours, c'est peut-être pas réaliste. C'est peut-être plus, tu cumules 1% tous les jours et tu mets 7% à la fin de la semaine, comme sur un bloc horaire qui est accessible. Ouais. Puis tu fais ça sur la durée, ça Ouais. donne des beaux résultats. Puis pour que ça donne des beaux résultats, un truc que j'ai beaucoup à cœur puis que j'ai vu beaucoup à l'université qui manque, c'est le sommeil. C'est important, ça paraît ridicule, mais c'est important de dormir 8 heures par jour pour justement que ces fondamentaux-là de programmation ou juste l'expérience en général d'apprendre à programmer reste agréable et que vous progressez plus vite. Parce que quand vous dormez, il y a des connexions qui se font, vous apprenez quand même. Et ça fait que vous allez mieux absorber ce savoir-là, vous allez mieux absorber ce que vous avez appris, puis vous allez apprendre mieux. Vous allez avoir moins de burn-out. Ça va juste venir vraiment engager cette roue-là. C'est cool que tu en parles parce que c'est vrai que on peut overlook le sommeil, surtout pendant les études. C'est un moment où, comme tout est un peu chamboulé, t'as pas forcément des cours qui sont réguliers avec un horaire qui est régulier. Ouais, Et quand en plus, tu sais d'en rajouter donc une vie sociale plus d'une vie étudiante, ouais, des projets personnels, ça peut vite devenir insoutenable. ouais. Les semaines avant de rendre les travaux, ça doit pas être évident non plus. Non, c'est clair. Puis il y a aussi coupler la vie étudiante avec les projets personnels, c'est quelque chose qui est souvent agréable à faire. Aller dans des associations étudiantes et choisir des projets qui nous tiennent à cœur, puis qu'on peut vraiment contribuer avec nos compétences personnelles, puis les développer en même temps. L'exemple que je peux donner, j'ai joint assez rapidement à l'université la société Poly AI, donc Polytechnique Artificial Intelligence. Donc, on a développé une application pour gérer des hackathons, parce qu'on a organisé un hackathon, donc pour gérer les participants et tout. Puis ça a été des technologies que je connaissais un peu, mais j'ai réussi à les développer, puis à construire une application qui fonctionnait, puis qui a supporté 2 hackathons à date, avec plusieurs centaines de participants. Donc, on pouvait évaluer aussi les modèles d'intelligence artificielle que les gens développaient en temps réel. C'était vraiment excitant. Puis c'était avec des technologies que je connaissais et que je voulais apprendre et me perfectionner aussi dedans. Et c'est un projet que maintenant je peux mettre dans mon CV. Donc c'est sûr que c'est intéressant après ça de garder ces projets-là, justement dans GitHub, même chose. Les garder publics, les mettre publics le plus vite possible. C'est quelque chose d'intéressant aussi. Justement, pour rebondir sur PolyAI et ton expérience, comment tu t'es joint à l'organisation? Est-ce que c'est toi qui les as contactés? Tu t'es dit, hey, je suis intéressé. À quelle période dans ton université ça s'est passé aussi? Tu disais assez Ouais. tôt, mais... Donc l'université commençait en septembre, ma première session. J'ai joué en novembre. Ok, ouais, donc de la même vraiment année. dans la première session en fait. Ouais, puis dans le fond, on avait appliqué au début de la session, on n'a pas eu de retour. Puis c'était ça pour beaucoup d'associations étudiantes. Là, quand vous appliquez, vous n'avez pas nécessairement à avoir de retour. Mais on a appliqué dans la section événements, donc pour organiser les événements de hackathon, etc. Donc c'était intéressant. Pardon. Mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire, organiser des événements. C'est sûr Ouais, que tu voulais le côté technique plus. Exact. J'ai toujours voulu ça, j'ai toujours voulu apprendre. Par contre, le fait d'être avec
dans le côté événement, m'a fait connaître des gens incroyables qui étaient à la maîtrise en programmation, pardon, en intelligence artificielle, dont Pierre. Pierre, qui est un étudiant français qui est venu étudier à Montréal pour sa maîtrise, qui était incroyable. Je connaissais pas beaucoup les technologies en AI. On est allé souper à un moment donné, après le hackathon, on a célébré ça en allant manger des sushis. Et je me suis assis à côté de lui, puis j'ai posé plusieurs questions sur ah, c'est quoi cette technologie-là, j'ai déjà entendu parler, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Il m'a suggéré un livre qui s'appelle Hands-on Machine Learning. Puis c'est un livre que je recommande à tout le monde pour apprendre les AI. Vous pouvez le lire dès le début, de couvert en couvert, c'est intéressant tout le long. Il parle un peu de maths, mais vous pouvez les sauter, pas de problème. Puis ça, hands-on, fait que saler les mains en faisant des modèles d'intelligence artificielle, c'est passionnant. Puis vous allez apprendre, vous avez juste besoin de des bases en Python, là, puis vous allez apprendre tout comment faire. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, qui m'a suggéré ce livre-là. Après ça, on faisait des ateliers ensemble. Donc c'est surtout pour créer des relations avec des gens qui ont ces connaissances-là. À partir du moment où tu t'impliques, surtout donc, quand c'est des associations, bah, il y a des équipes derrière, il y a des gens qui sont impliqués, beaucoup Ouais. des étudiants. Et des étudiants pas juste de ton entourage, ça va être des étudiants que tu n'aurais jamais eu accès si tu t'impliquais pas, Exact. de plusieurs années qui sont en avance un peu sur le cursus, donc qui ont un peu de visibilité, qui ont beaucoup de bienveillance pour partager aussi. Exact. Surtout dans les cycles supérieurs, c'est quelque chose qui est totalement inaccessible normalement. C'est très difficile d'entrer en contact avec des étudiants en maîtrise qui sont pas chargés de cours, là. C'est Ouais. rare de les croiser. Mais dans des associations étudiantes comme ça, un peu techniques, c'est vraiment un bon moyen. Et après ça, bien sûr, après avoir fait l'équipe événement, j'ai pivoté dans l'équipe technique, puis on développait des apps. Mais d'apprendre les bases de l'intelligence artificielle comme ça, c'est vraiment C'est passionnant. hâte, là. C'était avant ChatGPT, avant les LLM. Les LLM, on n'en parlait même pas dans le temps, on en parlait un peu. Puis je me rappelle, PolyAI, quand je rejoins, il faisait des présentations sur la base des LLM. Donc BERT, qui est un des vieux modèles de langage, puis il parlait de l'attention, des transformers. Donc ça a été tous des mots que j'ai vus dès que je Ouais, suis tu as été rentré. exposé à ce langage-là. Exact. Il faisait des meetings, il était comme 10, puis il parlait d'AI puis de maths pendant 1 heure le midi. Je suis jamais allé. Ben, je suis jamais allé. J'ai pas eu l'occasion d'y aller dès que je suis rentré. Parce que eux, je pense qu'ils finissaient leur maîtrise en même temps. Euh, mais ça a été juste de se choquer à cet environnement-là. Ça a été quelque chose d'intéressant, puis qui est possible dans le milieu académique, puis qui est probablement un des meilleurs plans du milieu académique, c'est juste de voir ce genre de connaissances-là, cette curiosité-là des gens, puis être confronté à ça pour pouvoir après ça l'absorber du mieux qu'on peut, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Ouais, puis en même temps, tu te fais des amis aussi qui vont être des personnes avec qui tu vas continuer de C'est sûr. vivre des choses en grandissant. Puis en ingénierie, souvent, c'est des bons contacts par la suite. C'est des gens qui se ramassent dans des grandes compagnies ou qui font leur start-up. Donc, c'est intéressant après de rester en contact avec eux, de demander ah, j'ai vu que tu as été accepté à Y Combinator, c'était comment ta start-up, tu sais, comment ça va. Puis c'est quelque chose qui vaut la peine souvent. Souvent, quand on prend le temps de bien apprendre la programmation ou d'être comme bon dans un certain domaine, on se ramasse à être beaucoup en contact avec des gens qui sont bons aussi. Puis c'est rare que des gens qui sont bons, surtout en ingénierie, vont se ramasser. euh, ben souvent, ils vont se ramasser à des bonnes places. Puis ça va être intéressant de les suivre justement dans leur travail puis dans leur progrès euh, par C'est rapport à vrai ça. que l'importance du réseau, il s'établit aussi dans, si tu veux devenir comme la prochaine version de toi-même, évoluer, aller, tu sais, c'est vraiment reprendre l'aspect de je suis un individu, puis je veux apprendre et évoluer. Bah, traîner, de t'entourer de personnes qui vont te permettre de faire ce pivot-là, Ouais. c'est hyper enrichissant et justement toujours aller essayer de chercher une élite le plus loin possible dans d'autres secteurs. Ouais. Puis c'est Ouais, toujours des bons contacts, des gens qui vont être passionnés par ce que tu fais, t'es passionné par ce qu'ils font. Puis si jamais tu as besoin d'aide ou si jamais tu as besoin d'une recommandation pour un emploi, ben ils vont être exact. là pour toi. Ben ouais. C'est incroyable, ils vont pouvoir, puis vu qu'ils te connaissent, puis que tu as construit un rapport avec eux pendant plusieurs années, toi, tu es un bon ami avec eux, ils vont être sympathiques avec toi pour plein de choses. Fait que c'est intéressant de construire des relations comme ça pendant les études, pas juste se concentrer sur faire la fête, mais aussi se concentrer sur bâtir des relations sérieuses avec les gens. Euh, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Moi, de ce que j'ai remarqué sur ma carrière à Montréal, c'est que le monde est quand même très très petit. Puis c'est vrai que aussitôt que tu commences à créer des vraies relations avec les gens, bah, même si tu te perds un peu de vue, etc., bah, tu continues à te suivre un peu les aventures des uns des autres. C'est toujours intéressant de voir ce que les gens deviennent. Puis c'est drôle à quel point quand tu commences à aller à deux, trois places, puis que tu vois l'état de la situation, mais tu retrouves des gens que tu avais rencontrés auparavant.
Et là, c'est vraiment là où tu te rends compte que le monde est vraiment, vraiment petit, que ça valait la peine d'avoir des bonnes relations avant. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine, puis que ça vaut la peine de s'investir à l'école, justement, pour rencontrer des gens comme ça. Mon cofondateur dans ma startup, je l'ai rencontré à l'école aussi. Je faisais une présentation, puis j'ai décidé de faire une petite app vite pour mettre en contexte les gens. Je l'ai partagé sur l'écran, puis là, mon cofondateur, après ça, il a demandé à quelques personnes c'est qui avait fait cette app-là ou qui avait fait cette présentation-là, puis finalement, il est venu à moi. Puis directement, il m'a pitch son projet, j'étais comme, ah, c'est une bonne idée, on a commencé à coder ensemble, puis l'histoire a débuté là. Je serais curieux justement, parce qu'on n'a pas trop parlé un peu. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ton début d'entrepreneur? Puis, Ouais, c'est ça. Donc, c'est... j'ai toujours voulu commencer l'entrepreneuriat, j'ai toujours, me suis toujours lancé là-dedans. Mon père était un entrepreneur dans un autre domaine, mais ça a toujours été proche de moi, l'entrepreneuriat. Surtout en apprenant à programmer, on se rend vite compte qu'on peut faire plein de choses. Mais après ça, c'est faire la bonne chose. Donc, j'ai commencé en faisant des apps un peu aléatoires juste pour apprendre à programmer, sans vraiment penser à la business derrière. Comme je suggère à beaucoup de gens, on n'a pas besoin de penser à la business quand on vient d'apprendre à programmer, là. Mais après ça, c'est sûr que d'aller chercher des bases en commerce, d'aller lire des livres surtout, sur comment construire une entreprise ou sur des gens qui ont construit une entreprise, euh, c'est vraiment motivant de lire justement ces livres-là. Et après ça, on se rend compte, ok, on peut vraiment construire quelque chose d'intéressant, mais il faut avoir l'idée. Donc là, c'est euh, comment aller chercher cette idée-là qui est plutôt difficile. Euh, donc, il y a un cofondateur de YC, donc Y Combinator, qui s'appelle. Son nom de famille, c'est Graham, je ne sais plus son prénom. Il y a un blog où on peut aller voir. Il y a un article qui s'appelle Startup Ideas, qui est probablement mon article préféré de blog de toute ma vie. Il explique comment trouver une idée de startup. Puis en gros, ça veut dire il dit que les meilleures idées viennent à toi. Tu vas pas aux meilleures idées. Les meilleures idées, tu es confronté à ces idées-là. Et tu dois trouver une solution pour ces idées-là. Et la solution, des fois, peut être faite par le code. Donc, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Mais après ça, lui et mon cofondateur avait l'idée en premier. C'était comme de faire un marketplace de ménage pour les locations à court terme, comme les Airbnb. Évidemment, on a totalement pivoté l'idée, mais c'est de même ça a commencé. Euh, donc, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est drôle aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que je pense qu'il y a avoir l'idée, mais aussi évoluer l'idée en fonction du feedback du marché, des utilisateurs, Ouais. de notre clientèle. Ouais, après ça, c'est sûr que le product market fit, là, on pourrait en parler longtemps, mais c'est justement d'adapter cette solution-là, d'avoir nos premiers utilisateurs, voir comment ils utilisent l'application, pourquoi ils l'aiment pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient de plus. Après ça, peser, est-ce qu'on fait un feature ou on le fait pas, qu'est-ce qu'on fait. C'est quelque chose qui est totalement difficile, puis c'est extrêmement difficile de construire une startup parce que le but, puis la façon de faire une startup, c'est en connaissant rien. Faut tout apprendre. Faut tout apprendre sur le marché, faut tout apprendre sur les Chaque technologies. journée est différente. Exact. Faut tout apprendre sur comment faire une compagnie, comment la rendre rentable ou comment la rendre qu'elle fait de l'argent. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais passionnant. Puis Extrêmement passionnant aussi, du coup. ouais, faut développer cette passion-là, faut l'entretenir, faut faire attention de garder du temps pour soi là-dedans. Ça peut être vite, ça peut être facile à On parlait oublier. du sommeil aux études, mais c'est le sommeil aussi en entrepreneuriat, c'est important. Exact. Aussi bien dormir, hein, garder la tête légère, pas trop s'en mettre sur les épaules. Avoir des cofondateurs, c'est souvent une bonne idée pour ça. Pour pouvoir justement essayer de séparer les tâches, se motiver entre nous. Être bien entouré aussi avec des mentors et autres. Oui, ça, parce que je veux dire, je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est pas juste tu te réveilles un matin, tu es comme moi, je suis entrepreneur, puis je pars une idée, même si tu as rencontré quelqu'un avec qui ça se passe bien. Vous avez aussi comme eu un cheminement dans tout ça, puis je pense qu'on pourrait aussi saluer le fait que vous avez participé à un incubateur. Ouais, donc en fait, mon cofondateur était dans Propolis. Donc il a fait à Polytechnique, je pense que ça existe encore, on a l'option de faire un stage d'été ou on a l'option de faire un stage entrepreneurial. Donc c'est un accompagnement durant 4 mois dans un incubateur de Polytechnique. Moi, j'étais encore à l'école à temps plein pendant ce temps-là. Donc, j'ai pas été avec lui dans l'incubateur, mais on a quand même profité les deux de ce qu'il a appris dans cet incubateur-là. Ensuite, on n'a pas poursuivi dans l'incubateur par la suite. On a poursuivi ensemble à la place, mais c'est une option qui aurait pu être évaluée, bien sûr. C'est le genre de structure qui aide aussi à se lancer en entrepreneuriat, puis Sûr, puis d'acquérir les connaissances au début du monde exact, de d'acquérir les l'entreprise. mentors, des contacts, des gens qui peuvent t'aider à prendre des bonnes décisions, ou, qui peuvent t'aider à évaluer les pour et les contre de certaines décisions, qui est quelque chose de très difficile quand on ne connaît pas un marché ou connaît pas l'entrepreneuriat, c'est de savoir est-ce que je continue à essayer de développer mon produit ou j'acquiers des utilisateurs. C'est souvent quelque chose un dilemme qu'on a souvent.
Puis souvent faire les deux en même temps. Puis après ça, dans l'incubateur, des fois, il y en a qui vont prendre d'autres positions, des approches différentes aux produits. C'est de se confronter à ça. On est souvent entrepreneur d'être entêté, mais de pouvoir quand même pivoter facilement sur une idée. Donc avec du feedback, de pouvoir comprendre, d'être entêté vers un autre angle finalement. Mais de toujours être capable de défendre l'angle qu'on prend. C'est quelque chose qui est très important, puis il faut pas se laisser abattre par des gens qui disent «Ah, c'est pas une bonne idée» ou «Ah, je vois pas comment ça peut faire de l'argent». Faut toujours persévérer, puis c'est très difficile et c'est normal que ce soit très difficile. C'était facile, tout le monde le ferait. Exact. Il y a un livre qui résume bien tout ça qui s'appelle Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz, qui est un des cofondateurs de Anderson Horowitz, qui est le plus grand fonds d'investissement en startup au monde. Qui est un livre incroyable qui parle de pourquoi c'est difficile, puis comment surmonter quelques défis qu'il y a là-dedans. Il parle de sa position de CEO qu'il a eu pendant de longues années et des décisions difficiles qu'il a eu à faire. C'est quelque chose qui te met en perspective que même quelqu'un d'aussi grand et puissant maintenant a commencé et a eu les mêmes défis qu'on va avoir dans les startups. Mais c'est ça la beauté de, je pense, l'entrepreneuriat ou même les jeunes qui se lancent en informatique et qui cherchent à apprendre des compétences qui semblent inaccessibles. Tous ceux qui semblent inaccessibles ont commencé à leur place aujourd'hui. Ouais. Et c'est justement persévérer et puis ces valeurs-là qui sont importantes pour passer à travers ces moments difficiles. Ouais, puis s'il y a des gens plus jeunes qui nous écoutent, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à programmer, et jamais trop tôt non plus. J'ai beaucoup de belles histoires comme ça, justement, des jeunes qui se réorientent de carrière, qui faisaient complètement autre chose, puis qui se lancent en informatique. Ouais, je connais un gars, j'ai fait un stage à Shopify. Je connais un gars qui travaillait en investissement avant, dans les banques. Il était tanné, il est allé faire un stage à Shopify. Il connaissait à peine comment programmer, mais il était très motivé. En ce moment, il travaille là, puis il vient d'obtenir sa position de développeur senior. Il est très content. Puis c'est quelqu'un de totalement passionné, qui était passionné juste par le commerce, mais il aimait pas trop la finance. Il a réussi à pivoter, puis maintenant il est où il est. Puis c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Des gens, plus besoin d'avoir absolument un diplôme pour pouvoir avoir un emploi en programmation, en développement, parce que ça se prouve par des compétences très facilement. Donc c'est quelque chose, un petit changement qu'il y a dans le marché en ce moment. Là. Moi, c'est quelque chose qui me passionne aussi sur le marché un peu nord-américain, c'est de se dire que parce que tu es investi dans ce que tu aimes, tu as accès à de l'opportunité. Ouais. Mais par contre, l'inverse, c'est pas vrai. Tu peux pas, juste parce que tu as fait des études dans le domaine, avoir des portes qui vont s'ouvrir gratuitement. C'est vraiment, le edge va vraiment se faire par la passion et par ce que tu aimes faire. Ouais. Et c'est vrai qu'on pourrait être tenté de se dire, ah, l'informatique, c'est un milieu qui est payant, etc. Mais si tu y vas juste pour l'argent et que tu n'as pas la passion derrière, déjà, ça va être extrêmement dur de t'adapter au climat qui est quand même pas évident. Non. Des nouvelles technologies qui sortent tous les jours et il faut se mettre à jour. Mais au-delà de ça, c'est la passion qui se voit dans les yeux de quelqu'un qui donne envie de collaborer. Exact. Puis ça arrête pas. On peut trouver un emploi qu'on aime, mais on peut aussi fonder notre propre compagnie. Puis c'est là que c'est intéressant parce que si on fonde notre propre compagnie, il va toujours avoir les emplois. L'école même va rester. Vous pouvez décider de prendre une pause d'école, aller fonder votre propre compagnie. Si jamais ça fonctionne pas, vous allez quand même avoir toute cette expérience-là qui est un bagage incroyable. Après ça, quand on cherche une autre alternative, c'est développer n'importe quoi, surtout en développement de logiciels parce que ça paraît, puis l'historique se garde. Donc c'est vraiment accessible pour ça. De pouvoir de voler nos propres ailes ensuite, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Je pense que je voudrais prendre aussi une autre tangente. Aussi, on en avait un petit peu parlé offline, mais de tout ce qui était micro SaaS, puis un peu, tu sais, comme l'aspect étudiant de créer justement des projets comme tu l'as mentionné jusqu'à maintenant, et tu l'as bien fait, et de pousser le concept un peu de, pas nécessairement être un entrepreneur ou vouloir créer sa startup, mais un peu de leverager les opportunités qu'on a à l'école pour penser au monde d'aujourd'hui, comment ça fonctionne, et découvrir quand tu crées un produit, il faut que ça se vende, il faut que ce soit rentable, tous ces aspects-là, et puis de le modéliser, même si ce n'est pas ce que tu vas faire de ta vie, ce que tu labellises comme micro-SaaS. Une difficulté de faire une startup, c'est qu'il faut que le marché soit grand. Ça a plein d'impact sur autant l'investissement que la croissance. Mais faire un micro-SaaS avec un petit marché, donc peut-être les marchés des parties étudiants, je donne un exemple. Les parties étudiants utilisent une plateforme de tickets qui est comme pas super optimale. De développer une plateforme pour les tickets de ton université peut être super incroyable et relativement facile à faire, surtout de nos jours avec Stripe. Je pense à Stripe qui permet de gérer les paiements très très facilement en fait. Peut être vraiment facile à faire et profitable dès le jour 1. Ces micro-SaaS-là sont souvent faciles à développer. C'est pas sûr qu'ils vont fonctionner. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en micro-SaaS sur Twitter, je pense.
qui développent X maintenant, pardon, qui développent des centaines de micro-SaaS avant qu'il y en ait un qui fonctionne. Mais quand il y a un micro-SaaS qui fonctionne, après ça, ça peut donner beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de développer plusieurs micro-SaaS. Surtout pendant les études. Au lieu de penser à finir les projets puis à les rendre qui pourraient peut-être Exact, ouais. avoir Comme des revenus. forcer un projet qui marche pas versus en essayer plusieurs, puis celui qui marche, marche. Ouais, c'est ça. Ça peut être quelque chose d'intéressant avant de développer une startup complète avec un grand marché puis un grand produit, de faire plein de petits produits. Ça te donne un peu du feedback sur ce que c'est finalement le monde de l'entrepreneuriat. Ouais, Puis si jamais c'est quelque chose qui te passionne, bah, tu peux te lancer là-dedans. Puis si jamais ça te passionne pas, bah, tu as déjà plein de portfolios, ouais. d'applications que tu peux te démontrer. Exact. Puis après ça, de pouvoir montrer qu'ils peuvent générer du revenu. Donc, de pouvoir permettre une rentrée d'argent. Pas besoin de vraiment en avoir, mais de montrer que tu peux. Ça montre que tu peux créer de la valeur. Mais les compagnies, c'est juste ça qu'ils veulent voir. Qu'un développeur peut créer de la valeur, c'est la meilleure preuve de capacité d'embauche, là. C'est c'est intéressant sur cet angle-là parce qu'en fait, quand on revient un peu au. Admettons, on oublie l'entrepreneuriat, mais qu'on pense vraiment à un employé dans une organisation, pourquoi on embauche quelqu'un? En fait, ben, c'est parce que cette personne-là, on croit qu'elle va apporter plus de valeur que ce qu'on la paye. Tu sais, ça peut être un peu stigmatisé de parler d'argent, mais tu sais, je pense que c'est aussi important de comprendre pourquoi tu es embauché, puis la valeur que tu apportes à l'entreprise, et aussi comprendre que ben, si tu n'apportes pas la valeur qui était escomptée ou la valeur perçue qui était prévue, ben en fait, tu n'es pas rentable pour l'entreprise et donc il n'y a aucune raison de te garder. Donc c'est Exact. important, je pense, en tant qu'employé, peu importe ton rôle, mais dans notre contexte en informatique, c'est de comprendre pourquoi on est dans notre contexte d'entreprise Ouais. et la valeur qu'on est supposé générer. Ouais. Et de, même si, admettons, une autre tangente, mais quand on a des perspectives de carrière, on veut augmenter, on parlait de développeurs seniors, etc. Ouais, ouais. Ben, pourquoi tu vas avoir une promotion? C'est parce que pendant des années, tu apportes tellement plus de valeur que ton salaire que c'est juste logique de te laisser progresser et d'aller à la prochaine étape. Ouais, puis c'est comme ça que ça fonctionne en développement, là. Pour acquérir, souvent, la plupart des compagnies, dans la plupart des compagnies, pour acquérir une promotion, il faut prouver qu'on a le niveau au-dessus avant d'obtenir cette promotion-là. Donc c'est quelque chose que dès le jour 1, vous devez montrer que vous êtes incroyable pour la position que vous avez, que vous méritez pas le salaire que vous avez, que vous méritez le prochain. Et tu style, tu sais, c'est un peu le. Ouais. C'est quelque chose de difficile, c'est sûr, de vouloir montrer qu'on est meilleur que le salaire qu'on a. Souvent, on a des pairs qui sont au même niveau que nous, on compétitionne avec nos pairs. Quelque chose de difficile, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'avoir cet impact-là quand on est dans les compagnies, de pouvoir choisir les bons projets. Souvent, quand vous entrez au début, probablement, souvent, vous avez le choix de quel issue vous faites, donc quel problème vous réglez dans le code. C'est important de choisir des issues avec un gros impact, puis souvent un impact qui va plus haut en niveau que vous. Donc, par exemple, vous pouvez faire un issue c'est un product manager, donc un gestionnaire de produits qui a mis, et comment les utilisateurs se plaignent beaucoup de ça. Mais si vous allez régler ça, puis que c'est pas dans la priorité de votre équipe, mais que vous allez quand même le régler, vous pouvez faire ça en même temps qu'un autre, là, si jamais vous avez besoin. C'est quelque chose qu'après ça, vous allez pouvoir dire au user, OK, j'ai réglé ce problème-là. Vous allez pouvoir dire au product manager, j'ai réglé ce problème-là. Des fois, le directeur du produit va voir que vous avez réglé ce problème-là. Il va être super content. C'est quelque chose que peut-être votre équipe a sous-estimé, mais que finalement, l'impact était beaucoup plus grand qu'il pensait. C'est quelque chose d'intéressant pour ensuite aller chercher des promotions, bien sûr. Donc, ça. C'est. Moi, c'est la partie aussi que j'aime beaucoup de l'informatique, c'est que tu peux être un peu presque un intrapreneur dans une organisation. Tu as Exact. beaucoup d'opportunités de par l'aspect technologique d'avoir une contribution sur la santé financière d'une organisation. Ouais. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne. Là. Tu sais, c'est de. En tout cas, moi, ça me passionne. Je peux comprendre que ça passionne peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me passionne de voir comment, à mon échelle, je peux avoir un impact sur une organisation. Mais oui. Et puis, d'une certaine manière, à la fin, ça revient toujours en positif Ouais, dans c'est ta sûr. progression. Mais c'est sûr, s'il voit que tu peux donner un impact beaucoup plus grand que qu'est-ce qui te payait avant, c'est sûr que ça peut être vraiment intéressant. Surtout dans les entreprises, souvent, ils ont tendance à prendre une ligne et à respecter cette ligne-là coûte que coûte. Si vous venez et que vous disruptez un peu cette tangente-là, ça peut être vraiment intéressant de proposer un nouveau projet, une nouvelle alternative au projet qui existe déjà, ou peut-être changer de direction ou améliorer complètement un pan d'un projet. Ça peut être quelque chose ou même développer des nouveaux codes d'utilisation. Ça, c'est quelque chose qui est quand même accessible. Donc, je sais pas, vous travaillez pour une compagnie qui fait un certain produit, vous dites, ah, ok, ce produit-là peut s'appliquer à tel autre cas qui n'ont pas pensé, puis que
si vous développez une preuve de concept, ça peut être vraiment intéressant après à ouvrir ce nouveau ce nouveau C'est marché-là. vrai que les preuves de concept, c'est quelque chose. Il y a des compagnies, en tout cas, moi, beaucoup des compagnies pour lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, ils font un peu des séances d'innovation, des hackathons internes. Mm. Ça, c'est des bons moyens de démontrer de la valeur. Tu sais, des fois, je peux comprendre la frustration. Tu sais, t'es dans ton day-to-day, t'as tes tâches, t'as pas l'occasion de sortir de think outside the box un peu. Ouais. Comme, faut aussi que tu contribues à ce qui a déjà été planifié. Puis, du coup, tu as moins accès à de la liberté parce que c'est plus dur dans ton temps libre, etc. Mais des fois, les organisations organisent des moments dédiés à ça. Ouais. Et c'est aussi le moment de shiner et de dire, ben, tu sais, ça fait 6 mois que j'ai une idée, personne n'y croit, personne veut dire on le met dans le sprint, on investit dedans. Mais tu as 2, 3, 4, 5 jours de temps focusé sur l'innovation. C'est le moment de montrer ce que ça pourrait donner Ouais. et de montrer la valeur que tu pourrais apporter avec des idées. Exact. On en a parlé off-cam, mais j'avais, dans le fond, pendant justement ce genre de hackathon-là où je travaillais, j'ai changé un peu l'architecture de comment les services communiquaient ensemble. Puis ça a vraiment augmenté la vitesse de ces services-là. Et j'ai eu le droit à un shout-out, si on peut me permettre l'anglicisme, euh, du président de la compagnie, puis du CEO, CTO. Donc, ils étaient tous là, puis ils ont acclamé le travail que j'ai fait. Parce que justement, c'est quelque chose d'assez difficile techniquement. Puis ça l'a choqué un peu la compagnie au complet. C'est une très grosse compagnie, mais après ça, j'ai reçu des appels de directeurs techniques qui étaient comme de plusieurs directeurs de d'autres organisations dans la même compagnie. C'est genre, ah, est-ce qu'on peut parler de comment t'as fait ça? Quel bloquant t'as eu? Qu'est-ce que tu penses qui devrait être fait à ce niveau-là? J'étais stagiaire. Hein? Donc c'était Ça te donne une vitrine qui est assez incroyable. Du coup, c'était intéressant de remplir mon calendrier avec des directeur. directeurs. C'était vraiment intimidant, mais finalement ça a bien été. Puis après ça a fait que comme j'ai eu un énorme impact sur cette compagnie-là. Puis c'est quelque chose que je m'attendais pas nécessairement à pouvoir avoir ce genre de contact-là avec des gens comme ça dans la compagnie. Donc, je vais en profiter de ces hackathons-là. Souvent, quand on est stagiaire, il y en a l'été, là, parce qu'il y a du monde qui prend des vacances, c'est moins occupé, justement. Fait qu'il y a souvent des petites périodes comme ça où on peut essayer des choses. Puis c'est là que, comme c'est important de se donner, c'est important là, qu'on peut shine en développant des trucs innovateurs dans la compagnie. Des fois, ça a besoin d'être juste un petit truc qui va te donner un edge. Ouais. Souvent, on les connaît, les problèmes dans les compagnies. Quand vous rentrez, il y a un gros problème de performance là. Il y a un problème de synchronisation de base de données à cette place-là. Il peut y avoir des problèmes typiques comme ça, que souvent il existe des solutions, ils n'ont juste pas pris le temps de les implémenter, c'est pas dans les priorités du tout, ça apporte pas de valeur directement au client, mais ça va apporter de la valeur à l'intérieur de la compagnie ou aux développeurs. Là, en optimisant ça, c'est sûr que vous allez avoir énormément d'impact. Je voudrais rebondir aussi un peu, on parle de première opportunité, de stage, etc. Ouais. Un des sujets qu'on aurait aimé aborder aussi, c'est quand le bon moment de faire un stage dans ton parcours universitaire. Ouais. Puis un peu, c'est quoi les stratégies quand ça vient à faire de la recherche de stage? On te pose des questions, tu l'as vécu aussi? Ouais. Donc, il y a le réseautage, c'est sûr, c'est intéressant. Dans l'université, souvent, les compagnies viennent parler de leur compagnie. Je sais pas comment dire, viennent dans les journées de réseautage. Ouais, un peu genre vin et fromage. Ouais, exact. Vin fromage ou les foires. Le fort emploi, ouais. Un des problèmes que j'ai vécu, j'étais en première année. Puis c'était justement, il y a un stigma aux premières années de dire aux gens qu'on est en première année. Souvent, les gens perdent intérêt, pensent qu'on est incompétent, puis c'est pas nécessairement vrai. Et c'est quelque chose que j'encourage les gens à ne pas dire qu'ils sont en première année. Puis sur le CV, c'est sûr que ça va paraître, c'est pas grave. Mais après ça, d'appliquer à des compagnies en mettant pas mettant pas en valeur que vous êtes en première année. Juste dire, ah, j'ai fait tel projet, oui, je suis en première année, mais j'ai fait des projets, je me suis accompli. Puis là, ça se peut qu'ils vous prennent. Moi, j'étais en première année quand j'ai fait un stage dans une grosse compagnie, puis j'étais, je pense, le seul de l'université où on était deux qui avait un stage dans cette compagnie-là, puis c'est une compagnie réputée, puis j'étais content de pouvoir avoir ce stage-là en étant à ma première année. Et justement, je suis retourné l'année d'après, mais c'est quelque chose qui est difficile, mais justement, on en parlait tantôt, en faisant des projets, en remplissant le GitHub de projets intéressants, de projets différents de ce que vous faites à l'école normalement, ça vous différencie tellement des autres étudiants, même dans les années d'après. Un étudiant en première année avec plein de projets compétitionne facilement avec un étudiant en troisième année, pas de projet. Peut avoir le stage vraiment facilement. Donc, c'est justement de ne pas se laisser descendre par des gens qui disent « Ah, vous êtes juste en première année. » Non, persévérer. Ouais, puis même, pour rebondir un peu là-dessus, ne pas non plus donner les outils à la personne en face de dire qu'on n'est pas la bonne personne pour l'opportunité. Ouais. Tu sais, quand tu es face à un employeur, tu dis « Ah, ben, je suis en première année. » Non, Presque il y a non. une connotation négative, mais déjà, peut-être c'est pas négatif, donc on devrait
en tout cas, si je peux me permettre, mais c'est de se dire je suis fier d'être en première année et puis d'être passionné par ce que je fais. Puis c'est aussi le bon moment d'investir dans moi parce que quand même, j'ai encore Exact. d'autres opportunités de revenir en stage et de contribuer. Exact. Faut apprendre à se vendre. Et ou ne pas le mentionner et puis juste push through un peu de se dire, non, l'année, on s'en fout. C'est ce Ouais. que je vaux qui compte. Et si tu penses que je suis la bonne personne, je suis la bonne personne. Exact. Quand vous allez acheter une Ferrari, là, ils vous parlent pas de la consommation d'essence, ils vous parlent de la vitesse. Donc c'est ça, c'est le C'est même ça. concept. On parle des bonnes choses, on apprend à se vendre, puis c'est un skill qui est compliqué à avoir, la Ouais. vente. Mais en devenant bon de même, on peut débloquer des opportunités incroyables. Et en ayant des références aussi, comme on en parlait tantôt, les deux ensemble là, vont être incroyables. Ça fonctionne bien ensemble. Ouais. De ton côté, hormis le fait d'encourager d'aller faire des stages plus tôt possible dans ton parcours, ce serait quoi pour toi les avantages de faire un stage peut-être en première année versus deuxième ou troisième année? Ouais. Parce que tu n'es pas obligé, juste pour la compréhension générale, pour ma compréhension aussi, tu Mhm. n'es pas obligé de faire un stage en première année. Tu peux le délayer dans ton parcours. Ouais. Donc, dans mon programme, c'était 3 stages. Un stage obligatoire, 3 stages facultatifs, de ce que je me rappelle. Ou, ouais, c'est environ ça. Donc, c'est sûr que comme à l'été de la première année, c'est un bon timing parce que ça prend une pause d'une première année qui est souvent difficile. Et les employeurs ont un cycle d'embauche pour les stages. Bien sûr, ils prennent les 3 sessions. L'été, c'est souvent le plus commun. Il y aura le plus d'événements en février, janvier pour embaucher pour l'été. Le problème avec l'été, c'est que vous compétitionnez avec tout le monde. Et c'est un défi incroyable de devoir compétitionner avec tout le monde, toutes les années, toutes les compétences. Donc, c'est sûr que si vous le prenez, si l'été, vous faites des cours et que vous décidez de prendre votre stage à l'automne et vous appliquez à l'été, souvent vous avez des bonnes opportunités, souvent meilleures que ce que vous auriez pu avoir autrement à cette période-là. Oui, parce que le ratio employeur-étudiant, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de compagnies pour l'été, mais il y a aussi beaucoup plus d'étudiants. Ouais. Alors peut-être qu'il y en a moins, mais votre ratio sera plus, Puis il y a plus des intéressant. compagnies qui embauchent dans les 3 ou 4 sessions, j'en ai 3. Ils embauchent dans les 3 sessions, mais ils font juste beaucoup de publicité pour la session d'été. Donc, c'est justement d'appliquer quand même à ces compagnies-là pour l'automne. Rien ne vous empêche aussi de faire un stage à l'automne, à l'été et à l'automne. C'est quelque chose que je suggère aussi pour profiter justement des offres de retour. Il y a des compagnies qui vont vous accepter l'été et après ça, ils vont vous permettre de revenir. Si vous revenez l'automne, ça vous fait un stage de 8 mois. C'est vraiment cool. Vous allez pouvoir scale beaucoup plus vos compétences en 8 mois qu'en 4. Ouais, tu as comme l'aspect continuité de. Tout ce que tu as appris, tu peux, plutôt que de repartir sur un stage et de réapprendre des nouveaux trucs, tu repars sur ce que tu as déjà acquis. Exact, exact. Par contre, il y a un certain investissement à faire dans le sens que vous allez pas, vous allez décaler des cours. Donc, vous allez décaler Ouais. des sessions avec vos amis. C'est important de regarder l'organisation à ce niveau-là aussi pour pouvoir rester avec vos amis, pour pouvoir continuer d'être motivé d'aller à l'école. Donc, c'est un sacrifice que vous pouvez faire pour ça. C'est sûr que ça peut devenir un peu plus difficile. Mais c'est sûr qu'à chaque été, normalement, il y a une pause. Puis on s'attend que vous fassiez un stage à chaque été. Donc tu pourrais rattraper après. Exact, donc c'est sûr. Mais faire un stage à chaque été, c'est bon aussi. Bien sûr, vous allez compétitionner, mais je suis sûr que c'est très faisable quand C'est même. accessible. Exact. Je pense qu'avec tous les tips que tu as donnés jusqu'à maintenant, si même on suivrait que 10% Ouais, ouais. de tout ça, c'est déjà Ouais. beaucoup plus que la majorité des étudiants. Donc, Comme la majorité des étudiants, sur leur CV, ils ont l'école et des petits jobs et les projets qu'ils ont fait à l'école. Si vous avez des projets que vous n'avez pas fait à l'école, déjà, ça vous met au-dessus de la masse. De faire des projets dans d'autres langages, d'autres compétences, de montrer que vous avez d'autres forces que les gens classiques dans une cohorte. Souvent, dans une cohorte, tout le monde se ressemble, tout le monde a les mêmes forces parce que vous avez fait les mêmes cours. Si vous allez plus loin, vous développez des compétences annexes. Un exemple que quelqu'un a donné très tôt dans le parcours, il y a un conférencier qui est venu dire ah, qui dans vous est-il Linux? Puis là, juste quelques personnes ont levé leurs mains. Mais ces gens-là ont fait l'effort d'apprendre un système d'exploitation complètement différent de ce que du classique Mac Windows, là. Mais ça fait que directement en utilisant d'autres systèmes d'exploitation, on se familiarise avec des trucs étranges. On doit des fois programmer un peu plus pour genre configurer notre environnement. Donc c'est sûr que ça facilite après ça l'exploration puis la curiosité, puis on peut voir que cette personne-là a été curieuse par rapport à ça. j'aime beaucoup ça. C'est vrai que après, on donne des conseils aujourd'hui, puis après, libre aux gens de faire ce qu'ils veulent dans leur vie, mais
C'est vrai que moi, de ce que j'ai remarqué qui fonctionne bien chez les jeunes qui sont pris, souvent, bah, c'est ceux qui, pas nécessairement qu'on fait beaucoup d'efforts, mais qu'on fait le minimum pour être au-dessus de la masse critique d'étudiants. Et après, c'est juste une question de est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que tu as envie de passer le petit investissement? Ouais, Puis je te dirais que le gros avantage d'un étudiant par rapport à un milieu professionnel, si je peux me permettre la comparaison, c'est qu'une fois que tu es rendu dans le milieu professionnel, ce petit edge-là pour te différencier de la masse est beaucoup plus difficile parce que tout le monde a de l'expérience de travail. Puis ça revient à ce que tu as eu la bonne expérience de travail pour l'opportunité que tu cherches à avoir par rapport à la masse. ouais, Alors qu'étudiant, tout le monde commence à peu près au même moment. Donc quand tu fais un projet, bah, tu le fais par rapport aux étudiants qui commencent en même temps que toi, avec le même parcours, les mêmes éducations. ouais. Je peux dire un truc par rapport à ça. Spécialisez-vous dans vos stages. Choisissez vos stages. Il y en a beaucoup. Il y a une technique qui est comme d'appliquer à 500 stages. Appliquez pas à 500 stages. Si vous voulez appliquer à certains stages, qu'il y a des compétences que vous maîtrisez, que vous voulez développer, puis que vous voulez construire une niche professionnelle avec vos stages. Vous pouvez construire un portfolio de ah, moi, je me spécialise en Rust pour le nommer, un langage de programmation. Je me spécialise en calcul haute performance. J'ai fait 3 stages en calcul haute performance à 3 endroits différents. Je connais l'écosystème du calcul. Là, ça va faire que quand vous allez vouloir avoir un vrai emploi, vous allez commencer peut-être un échelon plus haut. Vous allez commencer en impressionnant direct vos collègues parce que vous connaissez les compétences et l'environnement de travail dans le calcul haute performance, pour un exemple. C'est intéressant de se spécialiser même au niveau des stages. Puis de connaître la compagnie que vous appliquez. Souvent dans la compagnie, il y a surtout les grosses compagnies B2B, euh, c'est difficile de connaître exactement leur produit, leur offre, sans aller la rechercher avant l'entrevue. C'est un truc que je donne toujours, d'aller voir qu'est-ce que la compagnie fait avant l'entrevue. Vous serez surpris, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Donc c'est sûr que c'est une super bonne stratégie, ça, de connaître la compagnie de fond en comble avant de faire l'entrevue. Ouais, c'est vrai que quand ça vient le moment de l'entrevue, une fois que tu es sélectionné pour l'entrevue, il y a quand même un travail préparatoire qui doit être fait quand même en amont pour être capable de se vendre, etc. Mais ça revient tout simplement à faire des recherches, à s'intéresser. Ouais. Puis pendant le 30-45 minutes de temps avec l'interlocuteur, si tu es capable de démontrer que tu es passionné par venir, par l'opportunité qui t'est présentée, bah, c'est sûr que par rapport aux autres aussi. Ouais. Il y a aussi un truc, souvent les personnes qui font les entrevues, donc les recruteurs, ont pas trop d'expérience technique, ou plus ou moins, ou ils ont survolé le technique, sûr qu'il faut qu'ils connaissent, mais vraiment un survol. C'est important de faire des liens avec eux et de faire des liens avec les valeurs aussi de la compagnie. Donc souvent, c'est d'aller voir les valeurs, puis d'aller voir comment les nommer, parce qu'eux, ils les connaissent, croyez-moi. Donc c'est de faire des liens avec les valeurs de la compagnie, vos valeurs, les projets que vous avez faits, comment ils se transposent dans leurs valeurs. Souvent, vous allez trouver des liens. Là. Des fois, c'est pas super facile à faire. Demandez à ChatGPT, là. Mais vous allez trouver des liens. C'est important de les montrer, d'en parler. Ça va vraiment vous donner un edge, là. C'est incroyable. J'aimerais un peu aussi, à moins que tu aurais d'autres conseils pour les stages. Pas pour l'instant, ça va venir. Un des trucs aussi que je voulais transitionner un peu, c'est justement, on suit le parcours classique. Donc là, on a fait la recherche, on a mis en avant notre profil, on est sélectionné, Mhm. on passe en entrevue. Et là, on vient à être sélectionné pour le stage. Donc là, on a comme plus ce stress-là, etc. Mais là, vient le moment difficile de commencer un stage. Ouais. C'est comme un peu, ça a été quoi tes expériences, puis Ouais, ton processus d'onboarding, puis même faire le parallèle avec aujourd'hui. ouais. Donc, c'est sûr que le processus d'onboarding peut être extrêmement différent de compagnie en compagnie. Mais souvent, si c'est pas leur premier stagiaire, ils ont déjà un processus en place. Ils savent ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Bien sûr, chaque compagnie d'habitude a un getting started sur le produit qu'ils ont, plus ou moins développé ou plus ou moins affiné. Donc, ça peut être votre premier exercice d'installer le produit de la compagnie, de l'utiliser, puis d'aller corriger dans le tutoriel s'il y a des problèmes, d'aller corriger de la doc, d'aller corriger des descriptions d'API ou peu importe, des specs. C'est quelque chose que souvent qui est les premiers commits dans des compagnies, aller faire de la doc. Puis ça, c'est un truc super intéressant, d'aller faire le premier commit le plus vite possible. Dès le premier jour ou le deuxième jour, ça va tout de suite impressionner votre équipe puis donner, OK, cette personne-là a un minimum de compétences, puis vous allez faire des liens avec. Après ça, un autre truc qui m'a été donné puis que j'ai suivi puis que je pense que ce qui est incroyable, c'est de mettre dans la première semaine ou la deuxième une réunion avec tous les membres de votre équipe proche. Donc, ça va être d'aller les rencontrer, soit en vrai, idéalement en vrai si vous pouvez, mais en distance aussi ça le fait. Vous allez les rencontrer puis juste construire du rapport avec eux, savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qui les a amenés à la compagnie où ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, qu'est-ce qu'ils pensent, puis après ça, vous demandez à ChatGPT de faire des questions à leur poser pour savoir pour votre progression vous personnelle. Mais ça va être de qu'est-ce qu'ils s'attendent à ce que vous fassiez pendant le stage,
qui pense que ce serait la meilleure chose pour vous de faire ou de pas faire, les pièges à éviter? Euh, Eux, souvent, ont beaucoup de feedback à vous donner sur ce que vous faites aussi. Donc, quand vous faites du code, vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis, ils vont pas se sentir dérangés par quelqu'un de junior. S'ils se sentent dérangés, ils vont vous le dire. Mais sinon, ils sont là Souvent, pour vous aider. souvent, on est intimidé de se dire ah bah j'ose pas aller demander de l'aide, etc. Mais au contraire, Ouais, ça leur fait plaisir. Ils sont là en plein de prendre une pause de leur travail qu'ils font tous les jours pour aider quelqu'un c'est qui rafraîchissant. apprend. Mais oui. Puis après ça, vous pouvez leur redonner un peu en les aidant dans leur projet, en leur donnant un coup de main quand ils trouvent ça difficile. Vous pouvez le voir si vous voyez en vrai, vous pouvez voir quelqu'un qui trouve ça plus difficile. Vous allez l'aider, vous allez lui donner un coup de pouce. Ils vont être super contents, puis ça va vous faire progresser. C'est c'est intéressant ce que tu partages comme, du point de vue de quand tu commences ton onboarding, etc., comment aborder les choses. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de vachement promouvoir. À l'inverse, justement, quand j'ai des jeunes qui commencent, de justement les encourager à aller reviewer les processus d'onboarding, de la Mhm. documentation, etc., faire leur premier commit le plus tôt possible parce que ça te set up pour le succès dans ta période de stage. Mais oui. Tu sais, si tu commences ton commit au bout de 2 semaines, 3 semaines, parce que bah, tu prends le temps de prendre le temps, bah, tu perds cette vélocité-là. Ouais, puis d'aller passer aussi les 2 premières semaines, au moins, si vous êtes en hybride, là, de passer les 2 premières semaines au bureau tout le temps. Là. Ah ouais, Euh, incroyable. Puis d'aller construire du rapport avec les gens, construire du rapport avec des gens que vous connaissez pas à la machine à café. Tu Là. récupéreras la flexibilité juste après, Ouais, là, c'est mais ça, y a pas de problème. Là. Vous pouvez prendre après ça le temps que vous voulez une fois chez que vous. Là. t'as le rapport avec les individus Ouais, c'est et ça. Puis souvent, vous allez avoir besoin d'aide des fois dans des problèmes. Puis là, si vous connaissez telle personne qui est pas dans mon équipe, mais je sais qu'il y a une expertise dans tel truc, vous pouvez aller demander. Puis là, c'est là que ça va devenir, ça va catapulter votre expérience. Puis ensuite, c'est sûr que après ça, d'aller manger avec des gens au travail, c'est sûr que c'est incroyable aussi. Prendre un café avec des gens. Souvent, il y a dans l'écosystème technologique, il y a un truc qui s'appelle les coffee chats, là. Ça existe aussi en finance, mais en tout cas, c'est d'aller, je vais en prendre un café à quelqu'un, là. En vrai, souvent, c'est le fun. Juste de parler de ce que vous faites. Puis souvent, ça peut être sur les heures de travail parce que les compagnies, ça leur dérange pas. Donc, c'est d'aller voir, ok, qu'est-ce qui te passionne toi, puis de construire justement une relation avec les gens. Après ça, s'ils partent ou si vous partez, vous pouvez quand même garder contact sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de très intéressant aussi après ça. le nombre de fois où j'ai réussi à résoudre des problèmes juste sur des coffee chats, Ouais. c'est incroyable. Tu sais, c'est tous ces small talk qui peuvent paraître insignifiants, mais qui donnent tellement place à des belles conversations. Ouais, ça se développe. Là. Les coffee chats hybrides, je sais que, à distance, ça peut être Ouais. difficile au début. Là. Ça peut être awkward un peu. Mais avec le temps, ça va de mieux en mieux. Là. Bah, de toute façon, il faut s'adapter à l'époque actuelle Mais oui. et à la flexibilité. Mais si vous pouvez rencontrer des gens en vrai, c'est vraiment l'idéal. Un des trucs aussi, justement, plus côté employeur, c'est si on peut se mettre ce chapeau-là, Mhm. si on switch un peu. Toi, c'est quoi un peu ce que tu aimes faire quand tu onboardes des jeunes avec toi pour les aider, etc. Ouais, ouais. Donc, c'est sûr que moi, je vais beaucoup par la pratique. Donc, c'est sûr qu'un des meilleurs trucs que je peux donner aux gens, là, puis autant avant l'entrevue qu'après, c'est d'essayer l'app de la compagnie. Nous, c'est quelque chose qu'on demande même avant l'entrevue. D'essayer l'app, d'être familier avec les concepts. Parce qu'après ça, pendant l'entrevue, on demande même pas un truc technique dès le début. On demande comment vous avez trouvé ça, tu sais. Puis on s'attend à du feedback complexe et constructif. Donc, pas juste j'ai pas aimé la couleur. Là. Je veux quelque chose de vrai. Je veux quelque chose de j'ai pas aimé. Je mettrais telles options de plus. J'ai pas aimé cette flexibilité-là, on avait pas assez. C'est vraiment quelque chose de spécial. Puis quand vous utilisez des produits de enterprise ou après, ça peut être plus compliqué à setup, mais ça vaut quand même la peine de prendre le temps d'explorer le produit, pouvoir comprendre les lacunes, puis comprendre les priorités de votre équipe. Souvent, votre équipe développe un nouveau feature à côté ou améliore un feature ou améliore la performance. Comprendre pourquoi le produit a besoin de performance, comprendre pourquoi le produit a besoin de ce feature-là, demander aux personnes qui sont pas dans l'équipe technique, donc le monde en marketing ou en product, euh, pourquoi est-ce qu'on développe ce produit-là, pourquoi on développe, c'est quoi le marché pour ça, comprendre un peu le côté entrepreneuriat du feature que vous développez peut être super intéressant aussi. Donc c'est quelque chose que je recommande justement pour dès le début, là, c'est d'aller essayer les produits comme ça. Puis au niveau plus technique, admettons, je pense qu'on avait un peu touché au début, mais tu sais, je pense qu'il y a une progression logique qu'on peut donner, surtout avec des personnes qui commencent en stage ou même si c'est leur premier emploi. Mhm. C'est d'y aller avec une progression logique de peut-être au début tu auras moins de flexibilité parce qu'on veut contrôler ton environnement pour que tu puisses avoir une vélocité. Mais plus tu prends de la confiance vis-à-vis du produit, des technologies, etc., plus que tu peux avoir plus de liberté Ouais. et donc démontrer la valeur que tu peux avoir. Donc passer du point de vue de l'étudiant, c'est de passer le plus vite possible à ok, bah, quand on me donne une tâche, je l'exécute. Donc plus Mhm. l'aspect exécution, montrer que je suis capable. Ouais.
Puis au fur et à mesure, comme le gestionnaire ou ton mentor qui va être autour de toi va te donner de plus en plus de contrôle et de flexibilité pour prendre des décisions. Exact. Un truc, c'est de se rendre compte vite qu'on est bloqué. Puis c'est quelque chose qui est souvent difficile à faire dès le début. Genre, est-ce que je suis bloqué là ou ou je suis juste con, tu sais. Jamais con. Toujours bloqué. Donc c'est après ça de demander aux personnes dans ton équipe de coder avec toi. Coder Peer en programming, pair, ouais. peer programming, c'est incroyable. Souvent, tu vas voir des gens, là. Je me rappelle quand j'ai commencé, il y a un gars qui est allé voir le code de la librairie qu'on utilisait, puis c'était comme vraiment profond, puis c'était pas facile à faire. Mais maintenant, c'est une habitude que j'ai là. Dès que j'ai un problème, je blâme ça sur la librairie, je vais voir. Puis la plupart du temps, c'est mon code, c'est pas la librairie. Mais des fois, ça aide de comprendre comment fonctionnait. Puis c'est quelque chose qui m'a tout de suite choqué, comme comment les gens programmaient. Un truc qui peut être vraiment impressionnant vite, ça a un peu moins rapport, mais c'est utiliser Vim. Beaucoup de compagnies, les développeurs utilisent Vim. Je sais pas si t'es familier, mais c'est genre un curseur, c'est une manière d'écrire du texte dans un éditeur de code. Ça va super vite. J'avais essayé de l'utiliser au début de mon stage, j'ai abandonné, j'ai réussi par la suite. Mais c'est T'es un quelque peu chose de geek. juste. C'est un truc geek, mais c'est comme ça aide à programmer beaucoup plus vite là. Mais c'est quelque chose de juste. Tu vois les gens utiliser des outils que t'es pas habitué de voir, puis t'es choqué par cette réalité-là. C'est pas des outils que les gens utilisent à l'école, à moins qu'il y ait déjà. Il y a une corrélation entre les gens qui utilisent Linux et les gens qui utilisent Vim à l'école, là. Mais c'est quelque chose que genre. Tu t'es pas confronté, puis là, sur le marché du travail, t'es comme, ok, les gens utilisent tel outil, tel outil. Puis là, t'es comme, ok, pourquoi ils utilisent ces outils-là? Qu'est-ce que ça permet de faire de plus? Puis là, il y a tellement de choses à apprendre là, que c'est important de comme être curieux. Donc c'est ça. Ouais, sur aucun rapport pareil, je rebondis sur ce que tu dis là, mais cette curiosité-là, moi, aussi ce que j'aime de l'informatique, c'est des fois tu vas te passionner sur des trucs qui n'ont aucun rapport. Ouais. Moi, par exemple, j'adore apprendre les shortcuts pour les éditeurs de code. Je trouve ça tellement le fun. Tu sais, c'est comme, je pourrais cliquer, mais comme j'aime pas, tu sais, Ouais, c'est cool. Puis c'est un investissement de temps aussi. Ouais, Hein, vraiment. Depuis utiliser la souris, là. ouais, exact, mais genre, ça a aucune valeur ajoutée en théorie, Ouais. mais c'est tellement le fun, c'est Ouais. tellement satisfaisant, puis quand les gens te voient faire comme, c'est comme... oh, Un truc que je me suis aucun rendu rapport, compte mais... par rapport au shortcut, là, c'est quand je travaillais dans une compagnie, le code était extrêmement gros. On avait tellement de fichiers. Puis moi, j'étais en train de genre utiliser la sidebar en cliquant sur genre ouvrir le dossier. Puis là, je cliquais sur les trucs. Puis là, je vois mon mentor, il ouvre le truc, il fait commande P. Donc ça ouvre une search bar. Puis là, il cherche le fichier qu'il veut. Puis là, il l'utilise. Donc c'est comme. Puis ça, c'est un truc qui est comme un gros step de genre, est-ce que mon petit projet, je peux naviguer avec dans les fichiers, dans l'éditeur de code, mais après ça, dans les gros, tu utilises une search bar. Puis c'est quelque chose qui est une belle amélioration de la productivité, mais au début, ça apparaît pas, puis c'est dur de comprendre. Mais quand on connaît les noms des fichiers, puis on connaît la nomenclature, c'est super facile après ça de devenir beaucoup plus productif. Ah ouais, c'est fou, là. C'est fou. Ouais. Puis même aussi pour partager des petits tips, là, mais probablement que tu l'utilises aussi quand tu parles de peer programming, mais LiveShare sur VS Code, incroyable. Oui, c'est incroyable. Surtout, Ça fait quelques années que c'est sorti, là, et puis c'est incroyable. ouais, surtout pendant les cours même, commencer tôt à utiliser LiveShare, commencer tôt le peer programming, ça aide à regarder comment les gens codent. Puis aussi, c'est pas toujours facile de coder quand quelqu'un te regarde. Ouais, alors que là, tu peux comme tous les deux être hands-on. Ouais, exact. Puis de pouvoir être à l'aise avec gens, partager comment tu codes, ça c'est quelque chose qui est extrêmement utile, surtout dans les entrevues techniques. Faire la narration pendant que tu codes, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, surtout au début. Donc juste quand on fait nos projets personnels, de se pratiquer à juste en parler pendant qu'on code. Je me rappelle un truc que je faisais quand j'étais à l'université, c'est pendant les cours de laboratoire technique, là. J'étais avec mes amis, puis là, un à tour de l'autre, on code, puis on fait la narration de ce qu'on est en train de faire. Ça aide, puis aussi c'est cool regarder quelqu'un coder en train de parler de qu'est-ce qu'il fait. Puis tout le monde pense différemment, fait que c'est le fun de regarder ces différents angles. Je me rappelle à l'époque, tu sais, si je voulais faire du peer programming, c'était tu t'asseyais à côté de la personne, puis tu la regardais faire. Maintenant, tu peux être impliqué, puis Ouais, c'est vraiment hâte, cool. là. Ouais. C'est ça. Puis il y a plein de solutions là, justement qui te permettent d'entrer dans l'éditeur de code de l'autre personne, dessiner des trucs par-dessus le code. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Je serais curieux, est-ce que tu aimerais parler un petit peu de le côté technique chez Fizzle, un peu comment vous Mhm. fonctionnez, présenter comment Ouais, vous ouais. abordez votre culture d'entreprise, est-ce que... Ouais. Donc c'est sûr que dans le fond, nous, chez Fidzone, on a commencé à deux. Et on a commencé en mode startup, donc pas de PR, rien. On fait juste coder tout dans Main. On s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée. Parce qu'on se ramassait on allait dans l'app. Puis là, on cliquait sur différentes pages. Puis l'app crashait à des endroits qui pas supposé crash.
Donc là, on s'est rendu compte de comme implémenter des pull requests pour éviter des erreurs stupides. Et après ça, on a implémenté des pipelines. Donc ça, c'est quelque chose que je suggère aussi à les gens à faire dans leur cours. Puis j'avais fait ça en projet, mon premier projet à Polytechnique, premier projet de session, là, c'était un gros projet. C'était de faire du code pour un robot. Puis on se rendait compte que si le code se build pas, c'était du C, fait que ça se construit. Là. Si le code ne réussissait pas à build, ça peut être vraiment problématique parce que tout le monde se ramassait avec une mauvaise version. Donc on s'est dit, oh, on va faire des PR, puis là on va mettre que ça regarde, ça build Ça à chaque build fois. live à chaque PR. Ouais, c'est ça. Donc on veut voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Ça a été ça a impressionné le tuteur du cours. Puis c'était pas quelque chose de super tough à faire. Non, c'est la même chose que tu as sur ton ordinateur, sauf que tu l'automatises au build time. Exact. Puis ça permet d'éviter tellement de temps. Donc ça permet de sauver du temps. Ça, c'est quelque chose qui est super cool. Donc, je vais développer ces workflows-là pour autant regarder si le code est bien stylé. Donc, mettre des Oui, bons les espaces aux bons linters, puis des trucs endroits. comme ça. Exact. Le lint, le style, le build, donc puis les tests aussi. Donc, c'est d'implémenter tous ces genres de structures-là qui font que maintenant, quand on fait un PR, on voit ce qui reste juste à évaluer, c'est la logique de business du code et pas les petits fondamentaux. Là. Ça, c'est tout évalué directement. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant à implémenter avec les pull requests. Puis là, ça, on a commencé à l'implémenter quand on a eu des stagiaires au début. On s'en a remarqué Ouais, qu'avec quand tu as les besoin de stagiaires, structure. c'est ça, on a remarqué qu'on passait beaucoup trop de temps à dire d'enlever les commentaires dans le code. Et là, on était comme, ok, là, on a trouvé un linter qui fait que Il te flag. il flag les commentaires dans le code. Donc là, on flag les commentaires dans le code et il n'y en a plus. Même chose pour les console logs à des endroits qui ne sont pas supposés en avoir. Ouais, hein, Tout on ça, les connaît, ceux-là. Ouais, on les connaît, puis ça devenait lourd à maner de regarder un PR, puis C'est pratique quand tu développes et que tu veux du feedback, etc. Mais quand ça vient le temps de... ça s'oublie vite. Exact, ouais, quand tu viens productionize ton application, tu dois un peu de rendre ça robuste. Mais et c'est de ça, parce qu'après ça, tu regardes les logs, puis t'as plein de cochonneries, là, c'est pas Ouais. super. Donc là, on a mis des linters pour ça. Donc là, c'est comme tout devenait strict. Alors, il nous restait un problème. C'était les informations qu'on passait du back-end au front-end étaient pas homogènes. Des fois, on passait des trucs où on demandait des informations, puis là, le back-end était comme, ah, le nom de ça a changé. Donc là, on avait un crash ou on avait un problème à ce niveau-là. La solution qu'on a trouvée, puis c'est mon cofondateur, il est absolument fan de ça, puis je le comprends, c'est les types. Ouais, Donc, ouais, je comprends aussi. typer tout, puis maintenant, notre back-end autogénère les types qui sont partagés au front-end. Donc, on fait tout avec GraphQL. Mais ça fait que le front-end sait exactement quoi demander au back-end. Quoi, de build time, ça va te le dire si les types marchent pas. Exact. Puis à chaque PR, on voit si tous les types de tout le repo, il y a un problème, on le voit, puis on peut le régler avant que ça aille en production. Puis presque à chaque jour, on va en production. Donc c'est important de comprendre ces problèmes-là vite ou avant qu'ils arrivent. Puis c'est un truc que comme tout bon CTO se doit de faire, c'est à chaque fois qu'il y a un problème, de pas juste régler le problème, de faire en sorte qu'il arrive plus jamais. Fait Ça, c'est la partie dure, ça. ouais, c'est extrêmement difficile, puis il faut implémenter des outils, dont un fameux outil, c'est les tests. C'est pas quelque chose que nous, on a fait dès le début, on trouvait ça un peu stupide de juste commencer en se bloquant avec des tests, mais au fur et à mesure qu'on a des fonctionnalités, comme par exemple le paiement. Le paiement, c'est important que Ça marche, soit robuste et que... Exact. Fait qu'on a développé des tests pour le paiement, puis à chaque fois qu'on a une erreur dans le paiement, quelle que soit la taille, on s'assure qu'elle arrive plus jamais. Tu crées ton nouveau cas de test qui documente ce qui s'est passé, puis comme ça, tu es sûr que ça arrivera plus. Ouais, puis ça aide aussi à débugger des trucs. On a eu un bug extrêmement difficile à résoudre il y a quelques semaines. Nos paiements ont arrêté de communiquer le fait que c'était payé à notre core. On était comme, notre service de paiement a eu de la misère à communiquer, puis on était comme, ah, pourquoi? On est allé voir dans le service de paiement, puis tous les tests étaient bons, tous les tests passaient, puis on était comme, ok, mais on l'a tellement testé, genre ça peut pas être ça. Donc là, moi, je suis parti avec la prémisse que c'était pas ça. J'étais comme, ok, on va regarder qu'est-ce que ça peut être. J'ai regardé dans notre Raisonnement Google par Cloud. l'absurde. Ouais, c'est exact. Puis là, dans notre Google Cloud, Google expirait un truc après genre 60 jours d'utilisation. Mais ça fait 60 jours que tel cas était pas arrivé. Donc, il a juste supprimé le canal de communication entre les deux services. Puis j'étais comme, j'avais oublié de le mettre à Never Expire au lieu de 30 ou 60 jours. Donc, ça le fait que genre, ça c'était le problème. Je fais ça stupide, je l'ai réglé, puis là, ça arrivera plus jamais. Mais c'est comme l'infrastructure. Puis ça, c'est quelque chose qui peut briser de temps en temps. Ouais, c'est ça, parce qu'on pense au code, etc. Mais il faut que le code roule quelque part et il y a des c'est ça. dépendances. Puis après ça, ça communique ensemble. Faut toujours que ça communique bien. Faut que ça reste tout le temps la même chose. Puis il y a des mises à jour continues avec autant en React Native ou dans les infrastructures. Il y a toujours des mises à jour, toujours des choses qui changent, toujours des choses qui pètent. Faut toujours être là, mettre à jour nos trucs, à s'assurer que ça fonctionne. Ça peut devenir vraiment exigeant au bout d'un certain moment.
Je serais curieux, admettons, de ton côté, c'est quoi un peu votre stack technique, Ouais, etc. Juste pour que les gens se ouais, c'est disent, ça. surtout une entreprise qui est nouvelle aujourd'hui, ça ressemble Ouais. à quoi les technologies d'aujourd'hui Ouais, pour ouais. Donc, l'entreprise? en mobile, on a. Cette année, surtout, j'ai vu beaucoup plus d'exposure par rapport à cette technologie. C'est Expo, React Native. Donc, Expo, c'est un framework par-dessus React Native qui permet de juste développer des apps puis les tester sur le téléphone vraiment facilement. C'est un framework que j'adore. Puis justement, qui a pris beaucoup d'expansion et qui est devenu extrêmement bon dans le sens qu'on peut faire des éléments natifs avec ce framework-là facilement. J'ai fait un post là-dessus sur mon LinkedIn. Euh, donc, c'est vraiment intéressant pour le front-end. Ensuite, on a bien sûr React et tout pour le web. Next, que j'aime aussi, qui est l'équivalent d'Expo environ pour le web. Donc, ça, c'est pour le front-end. Next fait du back-end aussi, là. Mais après ça, mettons, je vais continuer en mobile parce que c'est ce qu'on fait et qu'on est meilleur dedans. Donc ça, c'est le front-end. Ensuite, en back-end, on a plusieurs choix. Selon si vous aimez les technologies de Microsoft, on a tout en C Sharp ou on a du TypeScript aussi qui est fait par Microsoft, mais qui est moins rapport avec eux. Nous, on utilise TypeScript, on utilise Nest.js qui est par-dessus Express.js, donc qui est un peu plus structuré. Ça qu'on utilise, on utilise GraphQL pour la communication avec les deux. On a le choix entre plein d'options de communication, gRPC, REST, GraphQL. On a choisi GraphQL, justement pour les types que je parlais tantôt. Euh, Ensuite, pour le backend, on a Mongo, parce que je connaissais pas SQL puis je l'ai jamais appris. Euh, Spoiler alert. Donc, c'est ça, j'ai jamais eu besoin d'apprendre SQL. Donc, justement, en utilisant Mongo, ça le suffit pour tous mes projets que j'ai fait dans ma vie. Et là, en ce moment, c'est ça qu'on utilise. On a choisi ça il y a 2 ans et ça a été des bons investissements pour deux raisons. Ils ont eu de plus en plus d'utilisateurs, donc ils développent de plus en plus de features, donc parce qu'ils ont plus d'argent, et aussi ils sont encore maintenus. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement critique. Des fois, on peut choisir un framework qui est à la mode il y a 2 ans, tu sais, mais qui est plus maintenu ou Moi, beaucoup c'est quelque moins chose, quand je maintenu. prends une décision technique, je regarde toujours comme où est-ce que ça s'est rendu jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi la tendance aujourd'hui, puis la tendance dans potentiel dans le futur. Exact, c'est un investissement. Chaque décision technique de technologie Ça peut est un devenir une dette si investissement. tu n'investis pas dans la bonne truc. Exact. Ça peut devenir rapidement une très grosse dette. Tu sais, je sais pas, s'il y en a qui utilisent Microsoft Access, là, c'est une base de données qui était fameuse il y a un bout, mais maintenant c'est très difficile. Même chose pour comme les vieilles bases de données d'Oracle. C'est des trucs qui étaient super connus dans le temps, super faciles à déployer, mais maintenant c'est beaucoup moins utilisé. Puis il y a beaucoup moins de documentation, beaucoup moins d'aide par rapport à ces bases de données-là. Et aussi, ils peuvent coûter très cher. Ça, c'est un truc qui est fameux dans les startups. On peut dire de technologie, c'est gratuit jusqu'à 5 utilisateurs, c'est gratuit A0 qui est une technologie d'authentification, est gratuite jusqu'à 10 000 connexions par mois. Cool. Une fois qu'on franchit les 10 000, qu'est-ce qui se passe? 100$ par mois par user ou un truc ridiculement cher. Ça fait que le prix scale, mais peut vite vous arriver au coût. Ça fait que c'est pour ça que c'est important de faire des choix. Est-ce qu'on le développe nous-mêmes? Est-ce qu'on choisit une alternative? Est-ce qu'on l'utilise juste pas cette fonctionnalité-là? Quelque chose qui est super intéressant puis important à connaître dans le processus, surtout technique, au début, en commençant une compagnie. C'est vraiment nice. Moi, ça me passionne vraiment ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme dans ton parcours entrepreneurial, technique, t'aimerais partager qui comme sautent aux yeux? Ben oui, c'est sûr. D'aller aux événements, souvent en entrepreneuriat, surtout en côté technique, on est beaucoup, beaucoup moins familier avec tout ce qui est financement, marketing, vente. Surtout la vente, personnellement, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. C'est quelque chose que j'ai jamais appris. Jusqu'à récemment où on est confronté à devoir vendre notre application. Donc c'est ça, c'est pas facile. Fait que, c'est ça, vous allez être confronté à ça, peu importe l'app que vous faites. Puis attendez pas jusqu'à temps que ce soit fini pour essayer de la vendre. Vous pouvez vous prendre des anchor clients, comme on appelle, surtout en B2B. De prendre un client qui a besoin de votre produit. Vous dites, ça va être gratuit pour vous, on va le développer avec vous. Puis là, tu te prends ce client-là, puis là, finalement, tu arrives à un produit qui s'applique à ce client-là, mais à d'autres clients aussi. C'est ça que c'est intéressant. Euh, Puis, donc, c'est ça, ce côté-là. Puis, comment aller chercher? Il y a plusieurs événements, surtout à Montréal, j'en connais, des incubateurs qui organisent des événements, des journées de réseautage, des soupers avec des gens. Donc, c'est souvent pas très onéreux non plus. Les gens sont souvent ouverts à ça ou veulent redonner à la communauté. La communauté entrepreneuriale est une communauté incroyable. Ouais, c'est sûr. Puis souvent, on va pas se le cacher, il y a de l'argent beaucoup dans cette communauté-là. Puis les gens qui ont beaucoup d'argent, mais sont contents après ça de redonner à cette communauté entrepreneuriale-là pour que ça redevienne très gros. Après ça, c'est sûr que l'or là-dedans, là, c'est d'aller chercher des anges investisseurs, pas nécessairement pour aller chercher de l'argent, mais juste aller chercher des contacts. Donc, de se faire, d'aller,
t'écris à une personne sur LinkedIn, ah, j'aimerais savoir un coffee chat avec toi, si c'est possible, juste pour construire du rapport avec des gens. Pas nécessairement, puis je ne conseille pas de demander de l'argent dès le début, c'est pas ça le but. Le but, c'est de De toute construire façon, l'argent des va pas relations. apporter grand-chose par rapport à la relation qui, elle, est en termes de gains, la relation est tellement plus précieuse Ben, que. c'est ça. C'est d'aller chercher justement des relations, de même pas être gêné d'aller écrire aux gens de faire des coffee chats. Souvent, les gens sont à l'aise avec ça. Je peux donner un truc, les VC ont tout le temps des meetings le lundi, donc pas le lundi. Mais sinon, c'est juste de construire des relations comme ça avec des gens. Puis dans les réseautages ou dans les ateliers, tu vois, je sais que la Maison Notman Ah, organise beaucoup Notman, ils ont beaucoup d'événements. de bons événements. Ouais. Donc, c'est d'aller là-bas, de réseauter avec les gens. Souvent, vers la fin, tout le monde se lève, puis tout le monde commence à parler. En allez-vous pas, parlez aux gens, puis créez des liens avec les gens. Vous allez voir que souvent, les gens recherchent la même chose ou recherchent des gens avec. On est confronté aux mêmes difficultés aussi. Souvent, c'est solitaire aussi, l'entrepreneuriat. Donc, c'est justement de se créer des amis comme ça, des cercles d'amis, euh, des groupes sur Facebook de jeunes entrepreneurs, comme les Cercles d'Or, c'est un que je connais, qui organisent plusieurs événements justement de jeunes entrepreneurs. Donc, c'est intéressant, je pense, de se faire des amis de ce côté-là. C'est vrai que l'aspect solitaire entrepreneuriat, on peut un peu le survoler rapidement, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile. Ouais. Puis d'être bien entouré, tu parlais de co-founder, tu parlais de sortir à des événements, je pense que c'est un peu les éléments clés. Ouais. Puis de se faire des réseaux. Si vous avez des amis qui sont entrepreneuriats ou qui connaissent des gens entrepreneuriats, c'est important de les garder proches. Puis de demander un truc facile à faire, c'est demander des updates. Ah, comment ça va ta compagnie? Vous gardez motivé entre vous, puis en même temps, vous montrez de l'intérêt pour ce que l'autre fait. Puis j'espère que vous l'avez pour vrai, c'est important. Mais ensuite, de créer justement une relation comme ça avec les gens, c'est la clé. Puis on en parle depuis le début, de créer des relations autant avec technique, avec des investisseurs qu'avec des amis à l'école. C'est important de maintenir ces relations-là. Cool. Est-ce que je voulais transitionner tranquillement vers une section qui n'est pas du tout technique. Alors, est-ce qu'il y a des choses du côté technique ou côté entrepreneurial, côté étudiant, côté université que tu aimerais partager? Je pense que c'est important d'être curieux. Puis je pense que c'est ça la clé. D'être curieux, vous allez apprendre tellement de technologies, vous allez apprendre tellement de quelle technologie est meilleure pour telle application. Vous allez être à l'aise avec le système, vous allez être à l'aise à parler de ça. Donc c'est sûr que comme c'est important d'être curieux, c'est important de rechercher, j'ai appris, j'ai entendu parler de telle technologie, je vais aller voir le Getting Started, voir ça ressemble à quoi, est-ce que ça vaut la peine. Souvent c'est 1 ou 2 heures d'investissement pour savoir, pour connaître une technologie. Ça veut pas dire que vous devez la mettre sur votre CV après, là, on s'entend, mais au moins d'être à l'aise avec, ça vaut la peine après pour essayer dans vos prochains projets, peut-être de la choisir. Merci pour ça. La prochaine partie, qui est une partie que j'aime beaucoup faire avec les invités, Mhm. c'est ce que j'appelle la section pop quiz. Mhm. On pose des questions pour apprendre à te découvrir. Ouais. Aucun rapport avec la technologie, mais ça me donne un peu une idée de c'est quoi tes passions, ce que tu aimes faire. Ouais. Alors, je commence avec, est-ce que tu es plutôt introverti ou extraverti? Quand j'étais plus jeune, genre au secondaire, je pensais que j'étais extraverti parce que je connaissais tout le monde dans mon niveau. Mais je me suis rendu compte après que j'étais introverti. J'aime beaucoup passer du temps seul. J'aime beaucoup réfléchir dans ma tête avec le temps. Ouais, c'est ça. Mais je m'entoure aussi de personnes extraverties. Ça m'aide à me sortir un peu. Est-ce que tu te considères plutôt un lève-tôt ou un couche-tard? Couche tard, j'essaie d'être lève-tôt. Pas facile. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir. Tu sais, le soir, on est comme, on n'est pas trop fatigué. On veut continuer de persévérer. Donc sûr, ça déborde après vers le lève-tard. Mais c'est sûr que j'essaie de garder un équilibre, pas me lever tard. Pas me lever trop tard. Après, ça c'est propre à chacun. Juste ce que j'ai remarqué, lève-tôt, couche-tard, c'est t'as des pics de créativité dans ta journée. Ouais, Chaque individu a des pics à différents moments. ouais. Et donc aussi respecter ces pics-là pour pouvoir optimiser le output. Ouais, un truc qui m'aide aussi, c'est de m'obliger à dormir 8 heures. Donc ça, c'est un truc qui puis je le vois direct que si je dors moins que 8 heures ou si je dors. J'essaie de dormir entre 6 et 8 heures. Si je dors moins que 6 heures, je vois direct l'impact que la journée est scrap. Puis, me dire qu'il faut que je dorme 8 heures, ça m'aide à me lever, à me coucher tôt parce que je sais que je dois devoir dormir 8 heures de toute façon. Fait que c'est ça. Est-ce que, surtout aujourd'hui, tu promouvois plus le en personne, hybride ou remote? En personne, 100%. Si c'est possible, rencontrer les gens en personne, c'est beaucoup plus facile. Surtout des gens que vous connaissez pas, c'est beaucoup plus facile en vrai. Ça peut être de bâtir des relations avec. Des vraies relations, comme souvent à Exact. distance, tu parles un peu de la pluie, du beau temps. Et Exact. Puis, c'est ça. Puis, tandis qu'en vrai, vous pouvez vraiment parler de la personne. Vous voyez, c'est comment qu'elle se positionne, sa démarche. Vous pouvez lire son body sa language. gestuelle Ouais. plus, ouais. Et vous allez pouvoir bâtir plus une meilleure relation avec cette personne-là. Les gens de nos jours se déplacent plus facilement, j'ai remarqué, pour aller rencontrer des gens parce que c'est plus occasionnel. Donc, profitez de ce moment-là. Profitez de faire déplacer la personne. Moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un en vrai, ça peut durer 3 heures sans problème.
tu sais, souvent prenez des journées moins occupées, là, mais ça peut durer 3 heures, puis vous allez parler de plein de trucs. Vous allez construire des relations incroyables, justement, en rencontrant les gens vrais. Ensuite, bien sûr, pour construire une startup, en personne, ça peut être plus difficile, ça peut être extrêmement coûteux. Ouais, ça, c'est différent. Il y a le côté business et coût Exact. qui vient. Donc, c'est sûr que dans un hybride, c'est intéressant. En personne, c'est l'idéal, mais ça coûte tellement cher que des fois, on a le choix de faut se résoudre à faire ça plus en distance. Pour le début. Ouais, pour le début, c'est sûr que c'est le rêve à tous les bons personnes en startup d'avoir leur loft industriel avec toutes les ordis, là. Ça serait hot, là. Sport ou jeux vidéo? Question difficile. Un équilibre entre les deux, je dirais. Donc, c'est sûr que le sport, je trouve, ça prend plus de temps. J'aime aller à l'escalade de temps en temps, là. Ça coûte un peu cher, mais c'est quand même très fun. Bon, faire du bouldering, là, du bloc, c'est sûr que c'est intéressant. J'allais te demander plus bloc ou. Ouais, plus bloc. Plus bloc. C'est plus des défis. Tu regardes un bloc, t'es comme ah, comment je le monte, puis après ça, ça te détruit les mains, c'est super plaisant. C'est facile, c'est fun de programmer après, ça te détruit les mains au bloc. Et après, le jeu vidéo, c'est plus c'est facile. Là, tu prends une demi-heure pour faire une game de n'importe quel jeu après avoir travaillé, puis ça peut te. Décompresser, Ouais, changer c'est d'idée. ça. Souvent, moi, je fais ça maintenant le soir, des fois avant de me coucher, je décompresse. Parce que sinon, je pensais tout le temps à la même chose en dormant, c'était plate. Donc, c'est ça. Nice, j'aime ça. Ouais. Un jeu en vidéo en particulier que t'aimes bien? Ces temps-ci, League of Legends, un peu trop. Un peu trop. J'ai recommencé à jouer, je jouais quand j'étais petit, puis là j'ai recommencé, puis j'ai compris pourquoi c'était difficile, puis pourquoi c'était fun. Ouais, faut contrôler ça, mais c'est très fun comme jeu. J'ai joué longtemps. Ça te retire vraiment l'esprit du travail à 100%. Pardon? De jouer. Ouais, c'est ça, ça permet de déconnecter complètement, surtout à des jeux qui ont aucun rapport avec la programmation, là, Ouais. c'est cool. J'ai joué à Counter-Strike quand j'étais petit, c'était le fun. Puis ça permet de développer des relations sociales avec mes amis, tu sais, on jouait on jouait au même jeu en équipe, c'était le fun, c'était compétitif. Puis c'est ça. Mais pendant longtemps, j'ai pas joué aux jeux vidéo. J'ai commencé quand même récemment, pendant des années, je jouais pas, je programmais tout le temps. Ça m'a permis d'être bon, puis maintenant, je me permets de jouer un peu plus. Est-ce que t'es plus livre ou film? Livre. J'ai l'opportunité d'acheter beaucoup de livres avec mon employeur qui me donnait généreusement beaucoup d'argent pour acheter des livres. J'en ai bien profité. Et maintenant, je suis rendu avec une bibliothèque de livres, surtout entrepreneuriaux. Donc, tous les livres entrepreneuriaux, on est allé. Moi et mon cofondateur, on est allé à Indigo, là, au centre-ville. Puis, on a acheté tous les livres qu'on voulait. Tous des livres incroyables. Peut-être mon livre préféré que je recommande à n'importe qui veut se lancer en entrepreneuriat, c'est Zero to One de Peter Thiel. C'est un livre incroyable pour l'entrepreneuriat. Je pense que ce qu'on s'amusera à faire, toutes les références qu'on a données pendant l'épisode. J'en ai dit quelques-unes. Ouais, mais je prendrai le temps de les documenter et puis de les mettre en description parce que je pense que c'est des belles références et c'est difficile de se rappeler exactement le bon moment dans la vidéo où tu as dit un truc puis de prendre en note. Alors, je prendrai le temps de les inclure. Parfait. Puis souvent, comme tu sais, juste même pas besoin d'avoir la ressource au complet, pas besoin de lire un livre ou un document que je dis au complet, juste de le survoler, de le connaître. Survoler, exact. C'est intéressant. Trouver des résumés. Ou... Copier-le, donner-le à ChatGPT, Il va te demander donner un résumé. Au lieu de faire un script TikTok, là, puis... Ça, c'est incroyable ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Plutôt café ou thé? Café. Bonne question, ça. Café le matin, thé l'après-midi. Je connais la stratégie. Je me dis, un thé, ça a moins de caféine. Tu sais, quand je suis fatigué l'après-midi, un bon thé vert ou un chai, là. Puis le matin, un latte ou un café. Ça donne un bel équilibre. Surtout le matin, je prends le temps de faire mon café avec ma machine à café là, qui demande 15 étapes. Donc c'est très le fun à faire le matin. Puis l'après-midi, tu sais, je prends ma tasse, je mets de l'eau chaude, puis c'est super simple. Ouais, j'adore le thé, sauf que moi, ça me donne des palpitations, alors je peux vraiment ouais. pas. Ouais, je peux vraiment pas. Mais tisane, j'adore. Ah ouais, c'est bon ça pour. Du coup, c'est café tisane, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime cette combinaison café le matin, thé l'après-midi. Ça, je le faisais même pendant une période, puis à un moment donné, je comprenais pas pourquoi j'ai des palpitations, puis je me suis rendu compte que c'était le thé. Je suis comme, ok, bon, je vais arrêter. T'es plutôt vacances à la mer ou en nature? Pendant longtemps, en fait, pendant longtemps, encore, mes parents ont un chalet, fait que j'ai eu la chance de vivre ma jeunesse dans un chalet. C'est incroyable d'aller là, de vivre, de faire du kayak, faire du canot, tu sais, sur la rivière. J'ai été dans des camps de canot camping, c'était incroyable. Je recommande ça à n'importe qui de faire justement vivre la nature, surtout au Québec, on est chanceux, on a une belle nature. Incroyable nature. Mais c'est sûr que d'aller à la plage, c'est le cool. L'été passé, j'ai eu la chance de passer une bonne partie de mon été à Barcelone, donc proche de la plage, puis de voir justement cette vie méditerranéenne-là. Wow. Incroyable, c'est sûr que ça change tout. Là. C'est rare qu'au Québec, on n'a pas de plage, malheureusement. On a quelques-unes, Oka et tout, mais c'est pas...
ça se compare pas aux plages méditerranéennes. Donc c'est sûr que d'aller là, c'est incroyable, je trouve. C'est fou, là, le soleil et tout, là, c'est vraiment différent de la nature du Québec. Ça. Donc t'aimes les voyages. Ouais, j'aime les voyages. Beaucoup, j'aime beaucoup les voyages. Je trouve que c'est cool, puis surtout, si je donne un conseil, puis c'est comme... c'est un conseil que beaucoup d'humoristes donnent aux personnes qui croisent aussi. Si vous n'avez pas d'idée de blague, ou si vous n'avez pas d'idée de start-up, ou juste voyager, comme prenez le temps. Pas besoin, à la fin d'un bac, là, ou à la fin d'une grosse étape dans votre vie, là, prenez le temps de faire un voyage long, comme 1 mois ou 2 mois, dans des pays que vous connaissez pas, ou dans des Des régions que vous cultures êtes jamais allé. différentes. Ouais. Exact. Comme même quand je suis allé à Barcelone, là, j'ai été confronté à genre toutes des entreprises que je savais même pas que ça existait, de livraison de nourriture que j'avais jamais entendu parler. Tout le monde vit d'une autre manière, tout en trottinette électrique toute la journée, tout le monde se déplace à pied. C'est tous des paradigmes de vie vraiment différents avec des problèmes qu'on n'a pas ici en Occident. Puis même pas besoin d'aller loin, là. Vous pouvez aller à New York ou plus loin Ouais, ça peut aux vite faire un États-Unis, choc là. de culture. Hein. C'est incroyable. Puis genre de passer des bons moments en immersion à d'autres endroits va vous donner plein d'idées. Est-ce que t'es plutôt chat ou chien? Je suis allergique aux chiens, mais j'aime beaucoup les chiens. Puis c'est un de mes rêves. Je voulais faire une start-up de pouvoir arrêter d'être allergique aux chiens. Toujours été un de mes rêves. Comme ça serait peut-être ma prochaine start-up à un moment donné. Faire un truc qui permet d'arrêter d'être allergique aux chiens. Je trouve ça tellement cute. Ce serait quoi la solution pour ça? Je sais pas, je suis pas médecin. Je sais pas, c'est pour ça que c'est un problème difficile. Ça existe déjà, mais la solution en ce moment qui existe, Développer c'est des chiens des hypoallergéniques. shots d'allergie. Ah, ok. Ouais, les chiens hypoallergéniques, moi ça marche pas trop. Il y a des races que je suis plus allergique, moins allergique. Mais il y a une solution qui est les shots d'allergie. C'est horrible. Dans le fond, c'est tu t'injectes des genre du chien pendant 6 mois, puis t'es Ah, ouais. allergique pendant 6 mois. Genre Ça t'es allergique, combat t'as des par- réactions com- pendant 6 mois. Combattre par le mal. Ouais, c'est vraiment pas agréable. C'est pas une solution que j'envisage du tout. Mais ma copine veut vraiment un chien. J'aimerais ça avoir un chien éventuellement. Donc c'est sûr que c'est une solution que j'aimerais Explorer. explorer à un moment donné. Donc ça serait les chiens, mais je suis allergique, donc j'en ai pas. Mais je trouve ça nice. Ouais, je comprends. Une race de chien en particulier ou Non, n'importe? non, celle que je suis moins allergique. Je comprends ça. T'es plutôt salé ou sucré? Compliqué. Sucré, je pense. Sucré, c'est le plus facile. Salé, c'est comme, il y a plein de nuances et tout, là. Sucré, c'est juste pudding chômeur, là. Une Nice. tasse de sirop d'érable, là. Très bon. Très bon. J'aime cuisiner aussi, puis j'aime cuisiner sucré aussi. Je trouve que ça fait plaisir. C'est genre, ça fait plaisir aux gens, donner à mes amis, puis à ma copine des trucs sucrés. C'est le fun, des biscuits, des trucs comme ça. Les gens, souvent, c'est rare qu'ils aiment pas ça, là. Ouais, on est tous, je pense, un peu des bébés à sucre. Là. Ouais, mon confronteur, il aime pas la cannelle, mais ça me dérange pas. Je mets de la cannelle dans les trucs, puis il en mange pas. Fait que ça en fait plus pour moi, je suis content. Mais. Ça, c'est la stratégie. Hein. C'est comme ça, je pense, je vais aimer, je vais mettre de la cannelle. c'est ça. Genre des bonnes brioches à la cannelle, là. Miam. C'est ça. Allez, rouler à la cannelle, c'est bon. Plutôt plus vie citadine ou vie en campagne? Ah, compliqué ça aussi, hein. J'aime les deux. J'aime. La vie en campagne, je l'ai vécu longtemps. Puis longtemps, je voulais avoir comme un condo en centre-ville, là. Mais de connaître la vie citadine un peu plus maintenant, je pense que j'aime un peu mieux la vie en campagne. Je vois le genre de luxe qui est la vie en campagne. Le luxe de pouvoir être loin, de pouvoir être autonome justement avec moins de distractions possibles. C'est vraiment incroyable avec la paix qu'il y a là-bas en campagne. Sûr qu'en ville, c'est la vie cosmopolite. C'est incroyable. À Montréal, on est une grande métropole. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qu'on peut faire. Même chose dans les autres grandes villes du monde. Chaque ville est différente, mais se ressemble aussi. C'est justement quelque chose que beaucoup de monde parle. Genre, les villes commencent à se ressembler. Donc, c'est quelque chose de spécial quand même de pouvoir s'isoler en campagne. C'est un luxe qui est vraiment incroyable, je trouve. Et pour terminer, est-ce que tu es plutôt repas fait maison ou restaurant? Un repas fait maison. J'aime beaucoup cuisiner. Fait que j'aime beaucoup cuisiner et je trouve vraiment ça coûte moins cher aussi, qu'il faut pas se le cacher. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est si j'ai envie de quelque chose. Ça, c'est un truc, ma petite astuce. Si je demande à ChatGPT, j'ai le goût de faire une recette, je demande à ChatGPT de me donner la recette. Puis des fois, il me le donne. J'aime beaucoup cuisiner en grammes. Au Québec, on cuisine beaucoup avec des tasses. Puis Ouais, exact. Les grammes, c'est tellement précis. Ouais, tu prends une balance, puis c'est super facile. Donc, je demande toujours à ChatGPT de me donner la recette en grammes. Puis après ça, je sauvegarde les recettes. Elles sont déjà dans l'historique, mais je les sauvegarde, les recettes que j'aime bien. Mais souvent, c'est extrêmement rare qu'ils se trompent. Et souvent, ils donnent des petits trucs. Si je connais pas une technique de cuisine, je lui demande D'expliquer. d'expliquer la technique, puis il me l'explique super bien. Donc, c'est super agréable pour cuisiner.
C'est ça qui est l'aspect pratique, c'est que tu pourrais même dire ce que j'ai dans mon frigo, puis il peut te trouver une recette. Exact. C'est incroyable. Exact. Ou il va me dire, tu sais, des trucs, je dis, ah, je veux un petit repas, là, et facile à faire, là. Rapide. Ouais. Petit repas de pâtes facile. Il va me dire, ah, prendre de l'ail, prendre de l'huile d'olive, fais un petit truc. Ah, tu fais sauter de l'ail avec de l'huile d'olive, là. Oh là là. C'est incroyable, juste pour faire un petit truc facile, là, avec des petits flocons, là. Fait que, Dominique, j'avais une dernière petite question aussi pour toi, après le pop quiz. J'aime ouvrir une time capsule avec les invités. Ok. Donc, je serais curieux pour toi, Dominique, dans 5 ans, dans 10 ans, ça représente quoi? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes ambitions? Ouais, c'est probablement la question la plus difficile qu'on peut me poser. C'est quelque chose que je suis vraiment pas. J'ai aucune idée. Puis je suis à l'aise avec le fait que j'ai aucune idée, mais j'aime ça me projeter puis je vais faire l'exercice quand même. J'aimerais ça que la startup que je fais en ce moment fonctionne, évidemment. J'aimerais ça qu'elle se projette dans 5-10 ans. J'aimerais ça être encore dedans, encore être en train de genre et faire évoluer le produit et permettre aux gens de devenir ce à quoi ils aspirent être, qui est justement le slogan de la startup dans laquelle je suis. Puis un produit qui est utilisé, que les gens connaissent, que les gens aiment, qui apporte quelque chose, de la vraie valeur aux gens. J'aimerais pouvoir avoir ce plaisir de faire ça encore dans 5 ou 10 ans. Dans 5 ans surtout. Là. 10 ans, on verra, c'est un peu plus loin. Ouais, dans 10 ans, j'aimerais juste être établi dans mes convictions, puis de pouvoir vraiment transmettre le monde de l'entrepreneuriat, de pouvoir vraiment vivre dedans, puis de pouvoir avoir de l'impact dans ce monde-là qui est très grand, puis très difficile à avoir de l'impact dans ce monde en constante évolution. Donc c'est sûr que dans 10 ans, j'aimerais ça être totalement établi dans ce domaine-là. Puis dans 5 ans, j'aimerais ça pouvoir continuer dans la startup dans laquelle je suis. Puis de pouvoir justement avoir énormément d'impact dans le monde de l'entrepreneuriat et de services au Québec, puis dans 10 ans d'entrepreneuriat en général. Donc c'est ça. Je te souhaite énormément de succès là-dedans alors, parce que Merci c'est une beaucoup. belle mission. Ouais. Un objectif qui est quand même Ouais. haut, Ouais. mais Puis, réaliste. ouais, puis c'est sûr que comme j'aimerais ça être heureux là. Dans 5, je suis déjà heureux, mais j'aimerais ça continuer d'être heureux. Puis pouvoir Faire attention à toi, puis exact, d'être en santé, c'est surtout d'être en santé. Il peut arriver n'importe quoi là. J'aimerais ça être en santé d'ici 5 ans, d'ici 10 ans encore, ouais. merci pour partager ça avec nous. Merci. J'aimerais ouvrir un peu une dernière parenthèse. Est-ce qu'il y a Mhm. des choses que tu aimerais nous partager, des choses Oui. sur lesquelles ça s'en vient, des projets que tu aimerais comme, tout le monde qui nous écoute soit comme, c'est ce qui s'en vient pour Dominique ou ses projets, Oui. ton entreprise, tes produits? Oui, bien sûr. Donc, c'est sûr que vous pouvez aller sur fizzle.io, Fizl.io. Allez voir la startup, être familier avec ce qu'elle fait. On a fait une app pour les entrepreneurs de services pour pouvoir faciliter tout leur processus, que ce soit du scheduling au paiement, au rappel de paiement. Donc, ça peut être les gens qui font du storage, les gens qui font de l'entretien ménager, les gens qui font du déneigement. Juste ce genre de domaine d'entrepreneurs de services, c'est un domaine qui est extrêmement grand au Québec, un marché énorme. Ça va être de juste comme être à l'aise avec ce que l'application fait, être à l'aise avec quel gens dans votre entourage pourrait bénéficier. Nous, dans le fond, on fait pas un sou si les gens font pas d'argent. Tout l'argent qu'on fait avec l'application vient du travail. Donc, si on peut pas vous aider à aller à devenir un meilleur entrepreneur, nous, on gagne rien là-dedans. Donc, c'est ça notre mission, c'est de... Aucun risque, que des bénéfices. Exact, c'est ça, il n'y a pas de bénéfice. Pardon, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Si vous utilisez l'application puis que soudainement ça marche pas, ben on est là pour vous aider, on est là pour que vous deveniez bon, on est là pour vous aider à trouver des clients même si vous avez besoin. On est là pour développer votre offre, développer vos compétences par le biais de notre application. Donc juste d'aller sur notre landing page, de regarder un peu qu'est-ce qu'on fait. Bien sûr, c'est sûr d'aller donner un like sur LinkedIn, c'est super agréable. Donc justement, on a frappé le 700 likes hier, on est très content. Puis c'est aussi à l'international, on commence à se faire connaître dans d'autres pays, genre la startup en général, on commence à avoir un peu plus d'exposure. Donc c'est sûr, puis vous pouvez aussi m'écrire personnellement, je vais vous répondre si vous avez des questions par rapport à votre carrière d'étudiant, si vous avez des questions par rapport à votre carrière professionnelle. Ça, je peux vous aider, je peux vous mettre en relation avec des gens pour différents objectifs que vous avez. Donc c'est juste de genre construire des relations avec moi, construire des relations avec les gens que je connais. Vous pouvez aller liker ma page. Puis juste. Plutôt LinkedIn du coup? Ou Ouais, plutôt d'autres médias? LinkedIn, c'est l'idéal. C'est sûr qu'on a un TikTok, Instagram et Facebook. Donc, si vous voulez aller liker tout ça, c'est sûr, c'est On les cool. mettra dans la Allez nous description. follow sur TikTok. On va faire plein de TikTok très bientôt. On est en train de les préparer. Nice! Et c'est ça. Mais le meilleur que vous pouvez faire, là, c'est recommander partager notre page, partager notre app aux gens que vous connaissez qui font des services. Si vous avez quelqu'un qui fait l'entretien ménager chez vous,
lui en C'est parler de peut-être l'app. pas vous-même, c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre Ouais, entourage. ça, pas tout le monde est entrepreneur de service, mais c'est si vous connaissez quelqu'un qui se lance ou quelqu'un qui aimerait ça se lancer pour faire arrondir les fins de mois ou juste devenir un peu plus professionnel dans ce domaine-là, recommandez-lui notre app. On est là pour l'aider. L'app est là pour l'aider. Puis on est là genre pour permettre aux gens de devenir ce à quoi ils aspirent être, qui est la mission de notre startup. Merci pour ça. C'est une belle mission, honnêtement. Je pense que ton message est beau et puis j'espère qu'il va résonner à la grandeur que vous le méritez. Ouais, Parce que sincèrement, vous le méritez. mais c'est notre objectif. C'est ça notre objectif. Que les gens puissent bénéficier de notre app, bénéficier de notre startup pour atteindre leurs objectifs personnels. Merci Dominique pour le temps passé avec moi aujourd'hui, Merci beaucoup. pour partager tous ces insights, un peu ton retour sur ton expérience. Ça nous fait plaisir. Il y a Ça fait énormément de crunchy là-dedans, puis je vais m'amuser à tout découper pour que les gens puissent en bénéficier le plus possible. plaisir. Ouais, ça a été très agréable. Merci beaucoup à toi aussi.